Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Knopfler. Elle a été journaliste et maintenant plume et elle est aussi coprésidente du BMV, le Bordeaux Mérignac Volleyball, les birdies pour les intimes. Béatrice a voulu être journaliste dès ses premières lectures et a toujours eu un amour pour les mots et surtout les adverbes pour être tout à fait précis. On revient sur son métier de rédactrice, son besoin d'être sur plusieurs projets à la fois, l'ère de jeu que sont les réseaux sociaux pour elle. Souvent, on parle de féminisme aussi. Et surtout, c'est un épisode dans lequel on part un peu en live, je dois l'avouer. Et avant de vous laisser écouter cet échange passionnant avec Béatrice, je vous invite à mettre une ou encore mieux 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au Pompon, puis à liker, commenter et partager les posts du podcast afin qu'ils soient connus par le plus grand nombre. La réussite du Pompon, c'est aussi et surtout grâce à vous. Le message étant passé, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Béatrice. Salut Théo. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au Pompon. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ça commence mal. c'est toujours très compliqué à faire. Alors, je m'appelle Béatrice Knopfler. Ça fait beaucoup de points en Scrabble, excuse-moi. Ouais. Bon, alors ça, c'est imparable, mais moi, je ne joue qu'au Scrabble des noms propres, de toute façon. Donc, Ok, pardon, je t'ai déjà coupé. Non, allez, mais vas-y, c'est pas grave. Pardon, donc, qu'est-ce que je pourrais bien dire ? Je vis à Bordeaux depuis un peu plus de 10 ans. Mm-hmm. Je suis originaire de la région parisienne. Je suis née dans les Yvelines. Yes. Et j'ai habité et travaillé dans plusieurs villes de France, ce qui m'a permis d'explorer plusieurs ports de pêche, on va dire. Et Bordeaux étant le plus joli et celui où je me sens le mieux, c'est celui où je reste et dont je n'ai pas l'intention de partir. Okay. Voilà. Et tu fais quoi ? Enfin, alors, quel est ton métier ou tes métiers actuels ? Tes activités en tout cas ? Alors ça, c'est une question qui tue aussi parce que quand on me la pose, j'essaye d'être concise. Alors, je résume en disant que je suis consultante en communication, mais ça ne veut rien dire. Ouais. Ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose voilà, à et en la fait, fois. ça veut dire surtout pas grand-chose. Enfin, le terme de consultant ou consultante, déjà, est complètement à la fois vide de sens et plein de n'importe quoi. Donc, en gros, mon métier a plusieurs facettes. Yes. Ça consiste à concevoir des stratégies de communication, qu'elles soient... alors, je vais employer quelques anglicismes, même si j'évite de le faire la plupart du temps, mais ce qu'on appelle online, travailler beaucoup sur le digital, mais également offline avec ce qu'on appelle le print, donc tous les documents imprimés d'entreprise. Donc, je travaille avec des entreprises privées, donc des collectivités qui font appel à moi sur de la conception, rédaction. La rédaction est mon cœur de métier. Voilà, donc parce qu'en fait initialement je suis journaliste professionnelle, mais on y reviendra. Voilà, ok, on y reviendra. Et donc mon cœur de métier c'est l'écrit. Donc en fait je travaille sur des stratégies de communication globale et plus précisément sur ce qu'on appelle, c'est un peu pompeux, mais la stratégie éditoriale qui consiste en fait à délivrer le bon message aux bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit, et surtout à rendre compréhensible
des métiers aussi. Moi, ça c'est ça que j'aime bien, qui le sont pas forcément pour le grand public. Ouais. Et voilà, c'est comprendre ce que les autres font pour pouvoir raconter ce qu'ils font à d'autres gens qui savent pas encore, mais qui vont bientôt savoir. C'est beau. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. C'est Ouais, joli, voilà, ouais, très bien. Donc c'est ça, un autre aspect de mon métier, c'est la communication sur les réseaux sociaux et l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose que j'étudie depuis très longtemps, depuis leur création. Donc là, on se rend compte un peu que je suis un peu vieille. Donc j'ai 44 ans, bientôt 45. Et donc en fait, moi, je suis passionnée par toutes les formes de communication. Donc les réseaux sociaux, en l'occurrence, sont quand même un terrain de jeu et surtout d'observation. C'est très 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 intéressant. Ouais. Et l'utilisation professionnelle justement fait partie des cordes de ma harpe, hein, parce que c'est un arc n'ayant qu'une seule corde, c'est un peu réducteur. Et voilà, donc je travaille aussi là-dessus, et donc je suis plume, je rédige tout un tas de contenus très intéressants. Pour pas mal de gens. Mais oui, on parlera de LinkedIn aussi, parce qu'effectivement, t'as un beau terrain de jeu là, et tu l'utilises. Ouais, tout à fait. Tu l'utilises beaucoup. Ouais, beaucoup. Et donc en fait voilà, donc Plume, je travaille avec une agence qui est à Paris, pour laquelle donc je suis Plume. Je travaille sur les stratégies éditoriales. Et la création de contenu. Bon, en gros, je fais des suites de mots qui font des phrases, et les gens me payent pour ça. Ok, pas mal, sympa. Mais des super phrases. Hein. Ouais, avec des super mots. Avec des super mots, voilà, exactement, des super mots. Non, mais parce qu'en fait, on s'en rend compte de plus en plus, et notamment via les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de spécialisation dans des domaines, et en l'occurrence sur le fait de savoir écrire, c'est quelque chose qui a quand même tendance à beaucoup se perdre. Donc là, je parle très sérieusement, parce que alors j'ai pas forcément toutes les explications, puis on va pas faire un colloque là-dessus maintenant, mais le fait est que des gens qui savent écrire, il y en a pas tant que ça, et c'est pour ça que c'est un métier qui, moi, à un moment, à ma grande surprise, est très recherché, parce que le bon mot au bon moment, ben mine de rien, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est clair. La langue française est complexe. Moi, j'adore. Je suis une maniaque des adverbes. Ok, génial. Ouais, bon, chacun ses petites marottes. Et moi, c'est les adverbes pour moi. Et donc, du coup, voilà, enfin, ça fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui revendiquent le fait de savoir écrire, mais dans la réalité, il y en a pas tant que ça. Et donc voilà, ça fait partie de mes compétences, mais. On y reviendra là aussi. Voilà, bon, Ok, on va revenir sur beaucoup de choses. Et alors, on entend peut-être, je suis pas sûr que le micro capte ces sons-là, mais des ballons qui rebondissent un peu loin derrière nous. Ce ne sont pas des ballons de volley, mais des ballons de basket. On reviendra sur le volley parce que nous sommes au Palais des Sports. Et pourquoi on est là? Alors, on est au Palais des Sports de la ville de Bordeaux. Bon, déjà parce qu'on a été autorisé à y être. Ouais, premièrement. Déjà, parce que j'ai demandé qu'ils ont dit oui. Et aussi parce que je co-préside le club de volley de Bordeaux-Mérignac Volley, BMV, qui est club co-résident du Palais des Sports. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et effectivement, ça résonne un petit peu, mais je pense que ça passe. Exactement, ça passe très bien. Pour revenir un peu, on va d'abord parler un peu de toutes tes premières activités, on va dire, voilà, de rédactrice, journaliste, etc. Ouais. Après, on parlera volley et tout. Comme je te disais, j'en ai fait, donc c'est encore plus un sujet qui m'intéresse. T'as toujours voulu écrire? Est-ce que quand t'étais petite, t'écrivais déjà beaucoup, t'écrivais des histoires, et en fait, c'est une continuité et t'en as fait ton métier, ou pas du tout? Ben oui. Alors, elle est bien cette question. J'aime bien, merci. Oui. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. En fait, quand j'étais petite, les gens me demandaient, alors, et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grande? Journaliste. Alors, ça les surprenait un peu, parce que c'est quelque chose qui est... j'avais même pas 10 ans, c'était même avant, où j'ai adoré apprendre à lire quand j'ai pu décoder ces suites de lettres là qui faisaient des mots. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ouais. La découverte des mots, de la littérature après a vraiment alors je sais pas, ça fait un peu non mais c'est vrai, en fait moi ça a changé ma vie. Le fait de lire et encore aujourd'hui est un truc que je trouve complètement dingue. J'adore ça, et c'est parti. Ouais, j'ai toujours écrit. Dès que j'ai su aligner des lettres, ouais, c'est vraiment un truc que j'ai toujours fait. Autant je sais toujours pas calculer un pourcentage, hein, mais alors par contre sur les mots, il y a un truc.
je sais pas comment expliquer ça, c'est presque viscéral en fait. C'est je te parlais d'adverbe tout à l'heure et là tu vas vraiment me prendre pour une dingue. Il y a des gens qui nous écoutent aussi, mais je vais t'expliquer un truc. Quand j'avais 8 ans, j'ai acheté, mes grands-parents m'ont donné de l'argent, à l'époque c'était des francs, et pour que je m'achète quelque chose, et je me suis acheté l'album non homologué de Jean-Jacques Goldman. Ah oui. Eh ouais, attends, c'est pas fini. Et j'ai été j'avais 8 ans, ça a été le premier disque que j'ai acheté, le 33 tours, et j'adorais, c'était l'époque de Je te donne, j'adorais ce chanteur, et lui en fait dans ses chansons, il met énormément d'adverbes. Et notamment dans cet album-là, il y a une chanson où il utilise le terme inexorablement. Et alors ça, moi, c'est un mot qui a changé ma vie. Inexorablement. Adverbe. Ça m'a rendu dingue. Et c'est donc je l'ai beaucoup écouté cet album-là et les autres. Et je te parlais du sens des mots et de la capacité à savoir utiliser les mots. Alors en l'occurrence, tant pis si on me prend pour une folle, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens finalement qui sont d'accord avec moi. Et si c'est pas le cas, tant pis, ça ne change rien. Mais la capacité d'écriture de Jean-Jacques Goldman, justement, mais pas que lui, parce qu'il y a aussi plein d'autres gens qui ont orienté mon amour des mots. Et vraiment, sur le temps court d'une chanson, c'est extraordinairement bien construit. Et là, je t'ai mis un adverbe en plus. Ouais. Elle va nous en caler plein. Préparez-vous, prenez un petit carnet, cachez-vous avec un stylo. Ouais, il y a une interro après. Tu te souviens du premier livre que tu as lu? Alors, c'était Yves et Béatrice à la ferme. Okay. Et alors, c'est rigolo qu'il y ait Béatrice dans le coup, quand même. Carrément. Et c'était le premier livre que j'ai eu en CP, le premier livre de lecture. Okay. Donc, c'était Yves et Béatrice à la ferme. Et j'ai un frère, mon frère a 1 an de moins que moi. Et je me souviens que quand je suis rentrée de l'école avec ce livre dans mon cartable, je suis allée m'asseoir directement à côté de lui. J'ai ouvert le livre en lui disant, je vais te lire une histoire. Ah ouais? Ouais. Ah, génial. Il s'appelait Yves? Non, il s'appelle Benjamin, c'est nul, dommage, coup ça collait pas. Putain, je me suis dit, il va me raconter la suite de l'histoire et bim, il y a non. tout qui s'aligne. et donc quand t'es enfant, adolescente, etc., tu vraiment dans ta tête, c'est bon, tu vas être journaliste, toi, en fait, il n'y a pas d'autre choix, et tu fais des études pour aller vers ça? Alors oui. Parce qu'au final, c'est ce que tu as fait, mais est-ce que, tu vois, parfois, entre ce qu'on a envie de faire quand on est enfant, puis la réalité, nos parents, les gens qu'on rencontre, etc., au final, on n'y va pas, et comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'était ni un but ni un objectif parce que c'était une évidence. Okay. Je ne pouvais pas faire autre chose. Ouais. Et du coup, effectivement, je m'étais fait un plan d'études très carré, très bien construit. Alors, j'allais à la fac d'histoire, je passais ma maîtrise, je filais à Sciences Po et après, je partais à l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille, qui était et encore, je crois, la plus réputée. Donc ça, c'était le plan. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, au cours de mes études jusqu'au lycée, dès que j'ai su qu'il y avait une filière littéraire qui existait, donc en 5e, je me suis dit je laisse vraiment tomber tout le reste. Les sciences, les maths, ce qui était pas très malin de ma part en fait, puisque donc je ne sais pas calculer un pourcentage, mais c'est, je savais que j'irais là. J'adorais le français, j'adorais les langues vivantes, j'adorais l'histoire, donc je suis partie dans cette voie-là, filière littéraire au lycée, et après fac d'histoire, ça faisait partie du plan. Donc j'ai grandi en région parisienne, mais j'ai fait mes études supérieures à Poitiers. Et arrivé là-bas, j'ai commencé par repiquer ma première année de fac, parce que ça, c'est un peu contractuel quand même. J'avais un peu autre chose à faire. Mais moi, je voulais écrire. Donc, j'avais des copains, on se disait, on va monter un fanzine. Alors, je faisais des petites interviews au Confort Moderne à l'époque où il y avait pas mal d'artistes qui passaient. Mais le fanzine n'a jamais vu le jour. Les papiers sont restés dans les tiroirs. Et quand, alors, je sais plus trop. Ah bah si. Pardon. C'est bien, non, mais très bien. Non, mais on te rappelle des souvenirs, s'ils sont bons, tant mieux. Mais... En fait, la vraie histoire, c'est que je me suis fait draguer dans un bar un soir par un mec. J'arrête, je te la raconte parce que c'est vraiment ça. Cool. Moi, je voulais bosser dans la presse et puis je me suis fait draguer par un mec un soir dans un bar et il bossait à la Nouvelle République du Centre-Ouest. Il était pigiste là-bas. Et en discutant, je lui dis moi je veux être journaliste et lui me dit avec pas du tout une idée derrière la tête, bien sûr, c'était très noble. Je vais te présenter là-bas, voilà. Donc il m'a fait passer la porte de la Nouvelle République.
Bon, il s'est rien passé entre nous. Je crois que je suis obligée d'aller au bout de cette histoire. J'attendais, j'étais pendue à tes lèvres. Ah, mais ça, alors. Et il était pigiste au service des sports. Oh, ok. Et en fait, moi, je suis rentrée quand j'étais en licence au service des sports de la Nouvelle République du Centre-Ouest, avec des grands rêves de journaliste. Et en fait, j'ai collecté les résultats de foot de dernière zone le dimanche soir. Et on n'était pas totalement là dans le grand rêve de journaliste. Alors, on n'était pas vraiment dedans, pas vraiment, mais au moins, j'avais mis un orteil. Et donc ça, c'était à la toute fin des années 90, c'était en 1998. Et j'étais la seule fille. Ok. Et donc, collecter les résultats de foot, c'est vraiment... c'est un art. Donc, il faut appeler les capitaines d'équipe, voir les entraîneurs quand ils sont disponibles. Et quand j'ai commencé, aucune fille n'avait jamais fait ça. Et quand moi, je téléphonais, les mecs étaient persuadés que c'était une copine à eux qui leur faisait une blague. Donc, ils me filaient quasiment systématiquement des mauvais résultats en me disant, on a gagné 35-0, c'est machin, a marqué 150 buts. Enfin, ils me prenaient... dans un premier temps, donc moi, je devais toujours appeler 2 fois, là où tous les autres mecs qui collectaient les résultats n'appelaient qu'une seule fois. Ok. J'ai tenu le coup. Ouais. Et mine de rien, ça, c'est déjà formateur, en fait. Et puis, au bout de quelques semaines, je suis allée voir le rédacteur en chef en lui disant, mais moi, je veux écrire. Alors, pareil, il m'a regardé avec des gros yeux, il m'a dit, bon, ok, bah, tu vas faire, on va tester sur un truc. Donc, c'était vraiment des mini-brèves de 3 lignes sur une seule colonne, je venais le mardi, j'appelais les gens, et puis voilà, c'était des tout petits trucs. Et donc déjà, moi, j'étais assez contente de ça. J'étais toujours à la fac d'histoire, j'étais en licence à l'époque, parallèlement. Et puis petit à petit, moi j'ai continué en disant mais moi je veux écrire. Et je me suis retrouvée donc Poitiers à l'époque, il y avait donc le volley masculin qui était le gros sport. Un petit peu changé maintenant, mais bon, ils y sont encore en Ligue 1. Bon, voilà. Et mais il y avait du foot qui était plutôt bien classé. Le département de la Vienne, il y avait finalement pas mal d'équipes qui jouaient à des niveaux assez élevés en foot, en rugby, en volley. Donc moi, j'ai pas eu le droit d'y aller. Bah non, parce que c'était pas pour moi. Donc je me suis retrouvée à couvrir les matchs de volley de National 3 de volley. Ouais. Alors les filles, et puis les garçons aussi, et puis un petit peu le basket. Et ce qui est assez rigolo sur le basket, c'est que c'est le premier papier que j'ai fait en fait. Alors j'ai une tendresse pour ce papier-là parce que je suis allée au centre de formation de Poitiers, enfin au Krebs, c'était au Krebs. Et la personne qui m'a accueillie là-bas, c'est quelqu'un qui s'appelle Rudy Nellum et qui est aujourd'hui un des entraîneurs adjoints de l'équipe de France et qui a été longtemps entraîneur en Pro A. Et quand je suis arrivée là-bas, je lui ai dit bon bah voilà. Moi, j'y connais rien. J'ai fait du basket en UNSS, mais je sais pas. Et Rudy m'a dit, bah, pas de problème, je t'explique. Génial. Et c'était top. Voilà. Et bon, après, on est devenus bons copains. On s'est recroisés à de multiples reprises. Et donc, je garde une tendresse pour lui parce que ça n'a pas été facile pour moi à cette époque-là. En étant la seule fille, j'en ai quand même... vu des vertes et des pas mûres. J'imagine. Ah oui, là, un jour, je ferai un recueil de toutes les petites anecdotes cocasses. Et voilà, donc c'était, ça a commencé comme ça, et donc le volley sur lequel nous reviendrons sans doute tout à l'heure, ça a commencé comme ça en fait. Ok. Voilà. Et justement, parce qu'on reviendra aussi sur cet aspect, femme aussi quand même, parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais sur justement la place du volley féminin, mais des sports féminins en général, je trouve, sur l'espace médiatique, même en termes de salaire, on peut aller sur tous les espaces, je pense, et voilà. Oui. Les champs sont ouverts. Ouais, c'est ça. Et est-ce que toi, au début de ta carrière, justement, est-ce que tu, comment formuler la question? Tu l'as forcément ressenti parce que tu viens de le dire, mais est-ce que tu te dis fais chier, je vais tous les avoir un jour ou l'autre. Enfin, je sais pas, mais comment tu t'es senti justement sur comme tu dis, le fait de devoir appeler 2 fois et pas une fois. Est-ce que derrière tu ressens que c'est une injustice, faut changer les choses? Comment tu l'as vécu? Alors ça, c'est une super bonne question. C'était assez difficile parce que d'un côté j'étais seule au monde, mais
J'étais la seule. Là, quoi. Enfin, tu sais, il y a aussi ce côté-là. Tu vois, t'étais seule, mais en même temps. J'étais là, j'étais la seule fille et j'étais une vraie fille. Ouais. Non, mais ça joue aussi parce que c'est quelque chose d'assez paradoxal, mais je pense qu'il y a plein de femmes qui vont très bien comprendre ce que je vais dire en espérant que je vais bien l'expliquer. C'est que en étant une vraie fille, donc au sens féminine du terme, c'est pas les compétences qu'on voit en premier quand on arrive quelque part, et encore moins dans un milieu extrêmement masculin dans lequel manifestement tout le monde est né de la cuisse de Jupiter et n'a jamais vu de fille de sa vie, ou en tout cas pas à cet endroit-là. Et donc c'est à la fois ça a été sans doute au tout point de départ un atout, parce que on prend plus facilement une jolie qu'une moche, en gros, on va faire simple. Bien évidemment, je ne cautionne absolument pas cette pratique. Mais bon. Nous sommes d'accord. Mais ça devient très vite quelque chose d'encore plus compliqué. Ouais. Alors je dis pas non plus que je suis un super canon, c'est pas le plan. Mais la féminité n'est pas un atout. Et moi, j'ai vraiment, j'en ai pris vraiment pas mal, uniquement pour cette condition-là. Quand j'ai travaillé là-bas. Mais après, est-ce que je me disais je vais tous les avoir, ou j'étais pas belliqueuse comme ça. En fait, moi, je savais exactement ce que je voulais, ce que je faisais, où j'allais et pourquoi j'étais là. Donc finalement, je me suis pas tellement attachée à ce qui pouvait se passer autour de moi, ou il y a 2-3 trucs qui m'ont évidemment atteinte parce que c'était pas rigolo. Ouais. Mais j'ai pas douté, et en tout cas c'est ça. Alors je sais pas si ça a encouragé ma détermination, mais ce qui est sûr, c'est que ça l'a pas éteinte. Ouais. Au contraire, en fait, ça a sans doute encouragé, mais je m'en rendais pas compte sur le moment. Ok. Je m'en rendais pas compte. Ça me fait tout de suite penser à Clémentine Sarlat. Je sais pas si tu connais, que j'ai interviewé sur le Pompon, qui était journaliste, mais qui l'est encore, journaliste rugby bord terrain au départ, et après Roland Garros, voilà. Et donc on a beaucoup parlé, effectivement. Alors elle, ce qu'elle me racontait, c'est qu'à la fois, quand elle était au service des sports chez France Télévisions, ça a été un atout d'être une femme, parce qu'ils avaient besoin de mixité. Donc arrive au bon moment, il y a plein de choses comme ça, mais bien sûr, ça a été pas facile du tout, le fait d'être une femme, plutôt jolie aussi, tu le disais, et arriver dans ce milieu-là, elle était dans le milieu du rugby en plus. Bon, voilà, c'est un peu pareil. Ouais. Et donc voilà, c'est comment se faire une place. En même temps, j'avais le terme utilisé à bon escient, mais c'est entre guillemets, quoi. C'est comment dire. C'était une force, tu vois, dans le sens, ce côté d'être un peu seul avec un E à la fin. Ouais. Là-dedans, c'est aussi se dire, déjà, je suis là, ce qui est quand même bien. C'est quand même, ça change quelque chose où avant c'était que des hommes. Il y a déjà ça. Puis après, comment utiliser ça pour justement aller encore plus loin, quoi. Voilà, c'était pas très clair ce que j'ai dit, je crois. Si, c'est très non mais c'est très clair, et puis évidemment ça résonne forcément chez moi. Sur le rugby, moi j'ai le peu du monde de rugby que j'ai côtoyé a été de loin le plus élégant que j'ai côtoyé. OK. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai été pigiste pendant 2 ans au service des sports de la Nouvelle République. Donc j'ai écrit de plus en plus. Je bossais tous les week-ends au final pour aller couvrir des matchs qui restaient de la N3, fallait pas non plus s'exciter à m'envoyer sur des trucs un peu plus élevés au cas où j'étais pas calibrée pour ça, manifestement. Et mais je bossais aussi, en fait, j'ai commencé à passer en local. Je suis allée voir pareil à la locale en disant moi je veux écrire, donc j'ai fait la permanence des faits divers. Je suis passée par toutes les petites portes possibles, en fait, les trous de souris. Je les ai tous faits, mais donc c'était la permanence des faits divers, toujours une joyeuseté sans nom, c'était vraiment très chouette. Après ça a été un peu de culture, donc ça c'était sympa, parce que la culture c'est sympa, mais tout le monde s'en foutait un peu, donc je pouvais y aller. Et puis petit à petit, j'ai travaillé pour la locale et j'ai fait de plus en plus d'articles. Et j'ai bossé, je pense, pour tout ce qui se publiait sur le département de la Vienne à cette époque-là. Mais tout, je bossais pour la mairie de Bordeaux, pour l'office public d'HLM, partout où il y avait un truc à écrire, j'y étais. Ok. Je vais tousser, je suis désolée, mais. Vas-y. Et donc ça a duré 2 ans. Donc entre-temps, je suis passée en maîtrise. J'ai commencé mon mémoire qui portait sur la presse, en fait, alors très précisément, c'était sur l'incidence
de l'abolition, oui, voilà, l'incidence de l'abolition de la peine de mort sur le traitement du fait divers dans la presse. Mais je l'ai pas fini, donc en fait, on saura jamais. Okay. La question est quand même... Non, mais c'était vachement intéressant. Ouais. Mais au final, j'ai pas fait mon mémoire, j'ai pas passé ma maîtrise parce que je travaillais 7 jours sur 7 pour donc tout ce qui se publiait sur le département. Ok, ça marche. Voilà. Donc ça, c'était tes premiers pas en tant que journaliste. Correspondante locale de presse. Ok, c'est ça. Et parce qu'après, donc pour le coup, depuis, t'as toujours été journaliste, correspondante de presse. Enfin voilà, c'est toujours écrit. J'avais utilisé les bons termes. Mais tu l'as fait pour plein de rédactions différentes. Oui. Alors, l'idée c'est pas de toutes les énumérer non plus, mais c'est de revoir un peu ton parcours quand même. D'accord. Mais parce que donc tu l'as dit, après t'as travaillé pour le Maine Libre, La Nouvelle République, tu l'as dit, Eurosport, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Voilà, là j'ai fait 7 ans d'un coup. Ouais. C'est ça à peu près? Ouais. Ok. C'est ça. Juste pour prendre celle-ci, parce qu'après, ça fait, on va pas dérouler mon CV non plus. On va pas dérouler ton CV, non, on est d'accord. Mais c'est ce que je trouve très intéressant quand j'ai préparé cette interview, c'est que, et ça me fait écho, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, fais attention Théo, parce que tu fais plein de trucs d'un coup et t'éparpilles pas. Et toi, tu fais plein de choses. Ouais. Et en fait, c'est aussi ce que j'ai envie de comprendre et de faire ressortir de notre échange aussi. Ouais. C'est pourquoi tu fais plein de choses? Comment t'arrives à t'organiser aussi? C'est quand même la question. Je te prêterais bien mon eau, mais c'est pas très Covid-friendly. Et en fait, c'est aussi comprendre tout ça à chaque fois, pourquoi t'y vas. Et en fait, je te pose la question maintenant parce que moi aussi, parce que t'es chef de projet marketing communication pour des entreprises, rédactrice en chef de Drôle de Mums, tu vas en parler. Enfin, oui. Il y a quand même beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui te... Alors, c'est une question que je pose à la fin, mais maintenant je la pose de plus en plus en plein milieu de l'interview, c'est pas très grave. Mais qu'est-ce qui t'anime à chaque fois, en fait, pour faire tout ça? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien quand tu vas dans toutes ces activités différentes? Moi, je sais pas faire une seule chose. Ouais. Je ne sais pas me concentrer sur une seule chose. Je n'ai jamais su le faire et j'ai compris il y a quelque temps pourquoi, en fait. Enfin, après, c'est des façons d'être et des conceptions cérébrales qui font que c'est comme ça. Et puis, en fait, moi, j'ai longtemps pensé que tout le monde était comme ça, et puis je comprenais pas, en fait, parce que je me rendais bien compte qu'il y avait quelques décalages de temps en temps avec le monde qui m'entourait. Ouais. Et le fait que j'ai toujours voulu devenir journaliste et très jeune, toute petite, je crois que c'est assez révélateur de ça, parce que quand t'es journaliste, quand t'arrives le matin à la rédaction, tu sais jamais ce que tu vas faire de ta journée et tu sais jamais où ça va t'emmener, ce qui va se passer. Alors, il y a des jours où c'est un peu plus plan-plan, hein, c'est pas non plus... mais globalement, quand même, t'arrives, on te dit en conférence de rédaction, tu vas partir là-dessus. Et ok, tu vas partir là-dessus. Okay. Et c'est à chaque fois une découverte, alors plus ou moins merveilleuse, hein. On va remettre les choses à leur place aussi. Mais c'est le fait du coup de traiter plusieurs sujets à la fois, de faire un reportage le matin sur un truc, sur un sujet, et puis de partir l'après-midi sur un autre, d'avoir parfois très peu de temps pour rédiger. Donc, alors en presse écrite, on a un petit peu plus de temps, mais si c'est en télé, y a des fois où c'est vraiment très très chaud. Quand je travaillais à France 3 Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ils y tenaient beaucoup pour le Picardie. Il y a eu des moments où oui, je me suis retrouvée en plateau à midi sans avoir trop préparé le truc, parce que c'est l'urgence de l'actualité. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'adorais. Et que j'adore toujours, même si je suis plus journaliste aujourd'hui. Je n'écris plus pour des titres de presse, ou très rarement, mais c'est le fait de travailler sur plusieurs choses à la fois qui sont extrêmement différentes les unes des autres fait que ça fonctionne, parce que je peux pas me concentrer sur un seul truc. Je peux pas aller tous les jours dans un bureau, voir tous les jours les mêmes personnes, travailler tous les jours sur la même chose. Quand j'ai trop de temps pour travailler sur quelque chose, je suis nulle. J'attends toujours la dernière seconde. Non, mais je le dis, c'est parce que c'est vrai, en fait. C'est, je me concentre beaucoup mieux sur plusieurs sujets à la fois, et c'est pour ça
que je fais des choses aussi différentes les unes des autres, mais parce que tout ça se nourrit aussi. Il y a des interdépendances, c'est hyper intéressant, et puis ça, je sais pas, enfin ça foisonne, ça bouge, c'est cool, quoi. Ouais. Voilà. Et tu dis que t'as compris ça il y a pas longtemps? C'est ce que tu disais, le fait, t'as compris le fait de faire plein d'activités et tu pensais que c'était normal, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont monotâches, entre guillemets, en tout cas, ils ont besoin d'être... Oui. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait que t'as... Ouais, alors... C'est peut-être très personnel, non, alors mais... je le vois pas sous l'angle très personnel, et je ne l'aborderai évidemment pas sous cet angle-là. C'est plutôt que c'est un terrain un peu glissant sur les termes qu'on emploie, parce que tu as sans doute, peut-être sans aucun doute, et comme tout le monde, on entend beaucoup parler de zèbres, de multipotentialité, de haut potentiel intellectuel, alors qu'est-ce qu'on a d'autre, haute intelligence émotionnelle, enfin de tous ces mots en fait qui essayent de faire entrer dans des cases des constructions de pensée qui en fait ne peuvent pas rentrer dans une seule case parce qu'il y en a beaucoup trop d'ouvertes. Ouais. Et donc maintenant, je suis une grande fille aussi, donc j'ai appris à me connaître et en fait, au fil d'expériences personnelles, pour le coup, j'ai été amenée à me pencher, disons, sur cette question pour ce qui me concerne, et ça m'a permis en fait de comprendre. Okay. C'était ta façon de fonctionner. Quoi, voilà, exactement. En fait, c'est un peu Versailles en fait quand tu comprends. T'as un peu la lumière à tous les étages parce que rétrospectivement, tu dis bah oui, ok, voilà pourquoi ça s'est passé comme ça et voilà pourquoi j'agis comme ça. Mais le problème de parler de ce sujet-là, c'est que c'est déjà hyper galvaudé. Et c'est comme ses parents à l'école qui aux réunions de parents d'élèves disent alors moi mon fils il sait faire ci, il sait faire ça, machin, il est précoce, il est bidule, c'est hyper chiant. Non mais c'est hyper chiant, il y a pas d'autre mot. Et donc du coup c'est toujours je trouve que c'est très délicat d'aborder ce sujet-là. Parce que déjà, il est pas très bien défriché et que le moindre mot, je ne voudrais pas qu'il soit mal interprété, parce que c'est pas parce qu'il y a des façons de penser différentes qu'elles sont mieux que les autres. Et ça, c'est quand même très important parce que je trouve ça un peu gênant de faire passer les gens qui pensent différemment, qui ont une construction de pensée différente, pour des gros nazes, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Non mais on est d'accord. Voilà. Mais j'aborde le sujet plutôt pour dire que c'est normal en fait, et qu'on est tous différents comme tu disais, mais qu'on a tous des façons de fonctionner qui sont différentes. Et ben c'est ça. Et donc c'est vrai que tu vois, moi, la personne qui m'a dit fais gaffe de faire plein de choses d'un coup parce que tu vas te perdre, il m'avait dit ça il y a 3 ans, j'aurais paniqué quoi. Et on m'a dit ça il y a pas longtemps, j'étais bah ouais, mais en fait c'est comme ça que je fais. On n'a pas la même façon de penser, le même monde, la même voilà. C'est ça. Mais peut-être que toi ça te fait peur et moi ça me convient tout à fait. Et toi ton monotâche me fait hyper peur en fait. Ouais. Et donc c'est plus ça le message que je veux faire passer, c'est qu'en fait qu'on soit à la fois monotâche ou pas, enfin voilà, parce qu'on l'est pas, on fait forcément plusieurs choses à la fois, pas forcément plusieurs métiers, mais en tout cas plusieurs choses à la fois dans un même métier. Et donc c'est très bien quoi en fait. Dans tous les cas c'est très bien. Donc voilà, c'était juste le message. Non mais oui, mais t'as raison de le préciser. Hein. Je suis d'accord avec ça parce que beaucoup de gens. Je me suis heurtée moi aussi très souvent à ça. Et tu vois, quand tu me demandais de me présenter, c'est ta première question. Oh là là, mais cette question, moi, elle me tue parce que c'est très difficile d'y répondre. Qu'est-ce que tu fais? Et là, ça va mieux maintenant, mais il y a encore quelques années, quand j'essayais d'énumérer les différents aspects de ma pratique professionnelle, il y a plusieurs choses. Je sentais bien et je savais aussi dans les réponses que je recevais que c'était très suspect, que c'était pas normal, quoi. Mais, donc ça veut dire, si tu fais autant de trucs, ça veut dire que t'es complètement instable et tu dois être nul partout, en fait. Ça, alors, je vous rassure, non, mais pas partout. Mais bon, je suis pas très bonne en pâtisserie. Non, mais voilà. Non, mais moi, j'en rigole aussi parce que je pense que, c'est pas de moi, mais l'humour est la politesse du désespoir. Et ça, c'est un truc qui me guide beaucoup et voilà. Mais j'en rigole et je le tourne en dérision parce que ça permet aussi de désamorcer des situations qui peuvent devenir rapidement très complexes. Et on n'est pas, comme tu le disais très justement, on est tous différents. Moi, c'est ce que j'apprends à mes enfants. C'est ce que
l'expérience que je tire un tout petit peu de la vie. Ouais. Et c'est plutôt une chance, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. On est bien d'accord. On referme cette petite parenthèse de PNL et de psychothérapie. Voilà, c'est ça. C'est bon, vous pouvez quitter votre divan. Nous allons reprendre le cours de cette interview. Et donc, comme on disait, on va pas refaire tout ton CV, mais à quel moment, si tu t'es dit, est-ce que au final, t'as toujours été freelance et à ton compte, en fait, un peu? Alors, j'ai été salariée très, 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 très peu. Ok, c'est ça. Ouais. J'ai été salariée en tant que journaliste professionnelle au Maine Libre, là où je faisais. J'étais responsable de rédaction détachée au départ, et puis après, je faisais la chronique judiciaire, ce qui m'a permis. J'avais 25 ans. Je me suis retrouvée du jour au lendemain au tribunal correctionnel avec un code pénal que je n'avais évidemment jamais ouvert. Ouais. Alors, c'est l'époque où j'ai perdu à peu près toute foi en l'humanité. Ok. Voilà. J'en ris, mais c'est en rire jaune. Oui, non, mais parce que voilà. Mais... Je me suis cogné une session d'assises avec 15 procès. Donc là, voilà. Non, c'était vraiment très, très instructif. Et voilà, adieu la foi en l'humanité. Ouais. Et non, mais enfin, je ris évidemment encore une fois parce que sinon, je crois que je me remettrais à pleurer instantanément. Mais ça m'a énormément appris. Ouais. Alors tu sais, ça fait très là, qu'est-ce que j'ai appris, mais pour le coup, je crois que ça m'a permis peut-être de pas perdre trop de temps sur pas mal de choses en fait à propos de l'humanité. Ouais. Et peut-être de réfléchir à la façon dont on pouvait éventuellement essayer d'améliorer un peu ça, mais très honnêtement, j'y crois pas trop. Mais bon, on garde l'espoir. Faut garder espoir. Voilà. Et après, je suis retournée à la Nouvelle République du Centre-Ouest, où j'étais titulaire au service des sports et à la locale. Et là encore, j'étais donc pour la seule femme, la première, et je crois à ce jour la dernière. Okay. Et pour l'anecdote, en interne, je recevais mes courriers adressés à Monsieur Béatrice Knopfler en interne. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup servi aussi. Merci messieurs. Bisous. Ah ouais, quand même. Ok, d'accord. Voilà. Eh ben, il y avait un peu de taf. 3 fois rien. 3 fois. Est-ce que tu peux nous parler de l'agence July October? July October. Oui. C'est comme ça que ça s'écrit, ouais. Mais ça, en fait, c'est. C'est ton nom de plume, c'est ça? En fait, c'est mon nom d'entreprise. D'accord. Parce que c'est pas plus mal d'avoir un nom d'entreprise. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'utilise. Non, ça fait pas plus de 10 ans, ça fait moins en fait. Ah, moi j'ai vu depuis 2009. Ouais, mais c'est un mensonge terrible parce qu'en fait, non, enfin terrible oui et non, parce que c'est derrière ça il y a toute l'activité qu'on vient d'évoquer, voilà. Et il a fallu que je mette un nom à un moment sur un statut juridique en fait. Alors ça c'est tous les trucs très inintéressant pour moi. Je ne maîtrise pas du tout. Il fallait trouver un nom et en fait, July, donc juillet et October pour octobre. Je traduis pour nos amis non anglophones. C'est les mois de naissance de mes filles, tout simplement. D'accord. Voilà. Nice. Et c'est cool. Ouais. Et à l'époque, je me disais que c'était plus sérieux d'avoir un nom, agence, que ça faisait plus, alors que je travaille toute seule. Non, mais il fallait. Voilà, on dit il faut que t'aies un nom. Bon ok, je vais faire ça. Ouais. Donc que je conserve, même si l'intégralité de ce que je fais se fait sur moi, quoi. Enfin, sur mon nom. Oui, exactement. Bon, voilà. Et c'est marrant ou pas, mais disons qu'au bout d'un moment dans ta vie, il y a le côté, t'as été rédactrice en chef de Drôle de Mums, je sais pas comment on dit, Mums, très bien, yes. en anglais, magnifique. Ouais. J'imagine qu'à partir de ce moment-là, c'est que t'as été maman, ou peut-être pas. Parce que tu disais tout à l'heure que t'avais écrit sur beaucoup de choses différentes, mais t'as quand même aussi écrit un bouquin. Oui, pas de bêtises, c'est tu vas ça. nous en parler. Et ouais, est-ce que les thèmes principaux sur lesquels tu as écrit, c'était lié à ta vie ou pas plus que ça? Non, c'est un hasard complet. Ok. Mais comme le fait d'être arrivé dans un service des sports et c'est parti de se faire draguer dans un bar par un mec. J'ai failli le citer, mais je vais pas le faire parce que si jamais il écoute, ça craint. Un bon vieux machin, si tu m'entends, bisous. Mais non, au demeurant, je n'ai rien contre ce garçon qui est devenu un journaliste très doué. Okay. Mais oui, donc ça a été un hasard en fait. C'est
Quand j'ai quitté, alors je travaillais à France 3 Nord-Pas-de-Calais Picardie et au gré de pérégrination personnelle, je me suis retrouvée à Tours où je devais travailler pour la télé locale de Tours et en fait en arrivant ils m'ont dit bah non on n'a pas de budget. Donc je me suis retrouvée sans rien et c'est le moment où je me suis dit j'en ai marre de la presse, j'en ai marre de ce système, j'en ai marre de bosser là-dedans, j'en ai marre. J'ai adoré bosser à France 3, mais il y a aussi des trucs que j'ai détesté là-bas et remplir 12 formulaires pour avoir un bic 4 couleurs, c'est bon quoi. Et non mais j'exagère, mais moitié, c'est voilà. Et puis à l'époque c'était 2007. Moi j'ai travaillé là-bas au cours notamment de l'année 2007, qui était avant la période pré-élection présidentielle. Okay. Et moi, quand on me disait il faut qu'on fasse des sujets non anxiogènes, j'avais pas l'impression de vraiment refléter la réalité du terrain sur lequel je me trouvais, en l'occurrence celui du Nord-Pas-de-Calais, qui peut être riant parfois, mais qui n'est pas toujours très rigolo. C'est pas très donc j'aimais pas tellement cette façon d'aborder l'actualité. Et donc après le fait que j'ai pas trouvé, qu'au final j'ai pas pu bosser avec TV Tours, ça a été une bonne chose parce que j'en avais un peu ras le pompon, et donc du coup mais je me suis retrouvée sans rien et c'est là où je me suis dit je vais passer du côté obscur de la communication et des relations presse parce que je connais exactement la façon dont fonctionne ce métier, la façon dont il faut s'y adresser. Et j'avais une copine à l'époque qui montait un site consacré à l'infertilité, qui m'a demandé de rédiger un calendrier de grossesse quotidien. Alors j'avais eu ma première fille, mais j'étais pas du tout dans le trip, mais pas du tout. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait je l'ai rédigé parce que en fait c'était fun et c'était un truc qui n'existait pas. Et une éditrice est tombée dessus. Alors, tomber dessus, c'est toujours un peu bête de le dire comme ça, mais en l'occurrence... En plus, il n'y a pas très longtemps, tu as fait un post sur LinkedIn sur le fait de tomber. Je suis tombé sur votre profil. Je suis tombé sur votre profil. Alors, vous êtes effondré sur moi, c'est ça, t'as vu, j'ai lu. Ah mais oui, t'as vachement bossé. Hein. Voilà, et en fait, du coup, voilà, une éditrice m'a contactée, et donc je me suis retrouvée à écrire un livre de grossesse avec un obstétricien. Voilà, et ça, c'était il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Il est sorti en 2010. Et ce qui fait que derrière, j'ai beaucoup bossé en presse parentale. Et je me suis retrouvée à écrire énormément là-dessus. Et à participer à la création donc du site Drôle de Mums. Donc ça, c'était en 2013. Donc ça remonte. Mais quand on a sorti ce site, que je n'ai pas créé moi-même, mais j'ai participé à sa création, on s'est posé des questions en se disant... Quand tu dis on, excuse-moi. Ah oui, je dis on parce qu'en fait, c'était avec une fille géniale qui s'appelle Anne-Laure Galuchon. On bossait ensemble pour un groupe de presse. J'ai quitté ce groupe qui me déplaisait profondément et elle en a été virée 1 an après. Et elle m'a rappelé en me disant voilà, j'ai envie de créer un site, je bosse dessus. Est-ce que ça te dit de bosser avec moi? Et bah ouais, ça me dit carrément. Donc on a réfléchi et par exemple, il n'y avait pas de rubrique consacrée au père. Donc je dis non mais en fait ça se fait à deux la plupart du temps. Hein. Enfin après il y a plein de cas particuliers, on est d'accord, on va pas revenir là-dessus non plus, mais c'est voilà en général il y a très souvent de façon très conventionnelle il y a un père, une mère, bon. Donc, faut qu'on parle aussi à ces gens-là, qu'on appelle donc des pères. Hein, et il faut, on ne peut pas, en créant un site sur la parentalité, un site de contenu éditorial, ne pas s'adresser à l'intégralité des entités qui composent le foyer parental, quel qu'il soit. Et donc, on a créé ça. On a pratiqué le tutoiement dans nos articles. On avait mis en place tout un truc. Et ça, à l'époque, ça n'existait pas. Et c'est ce qui a fait que sur les premières années, le site a vraiment cartonné parce qu'on racontait pas la même histoire. Et moi, je rédigeais des chroniques sur la vie de parents, de jeunes parents, où je me marrais, je racontais des trucs un peu marrants, pour dédramatiser. Parce que déjà, j'en pouvais plus mon enfant a mal aux dents, mon enfant dort pas, et ces espèces de choses très figées sur quand on a un enfant, les gens te demandent
il fait ses nuits, comme si c'était vraiment la quête, le Graal, le truc qui va jamais t'arriver, tu vas... Il dort 10 heures par nuit, tout va et bien. je ne supportais pas ça me rendait dingue de rendre aussi flippant des choses normales que sont dormir, manger, jouer, se mettre à marcher. Et donc du coup, les chroniques, donc ça marchait hyper bien parce que ça dédramatisait et que pour le coup, les jeunes parents, je crois qu'ils ont un peu besoin de ça, au moins au départ, quoi. Et après, j'ai beaucoup travaillé du coup après pour des marques sur de l'univers de la puériculture qui ont fait appel à ma plume. Voilà. C'est très beau, plume, je trouve, comme terme. Oui, j'adore. Ah, franchement, c'est voilà, c'est beau. Mais moi, j'ai mis du temps à l'assumer. Hein. Ah ouais? Pourquoi? Parce que il y a un côté un peu indien. Ouais. Plume, n'importe quoi. Il y a le côté très léger, donc pas très consistant et pas très. Et en fait, j'adore. Et c'est l'agence pour laquelle je travaille qui m'a dit bon t'es notre plume. Bah ouais, en fait, c'est ça. Et voilà. Ouais, mais je trouve c'est un mot que je trouve très très beau. J'ai alors pour le coup une amie que je salue qui s'appelle Tara, qui a créé une pâtisserie à Paris qui s'appelle la Maison Plume, une pâtisserie sans gluten et sans sucre ajouté. Ah très bien. Et donc je trouve ça aussi très sympa parce qu'en fait ces pâtisseries sont très légères. Enfin voilà. Et donc je trouvais que le Plume ça allait très bien aussi. Bon, il y a toute une histoire derrière, je la raconte beaucoup moins bien qu'elle, mais voilà, pour les amis parisiens, elle a fait un tour chez Tara. C'est petit coup de pub pour elle. Mais donc moi je veux bien l'adresse. Tu me la donneras. Alors, c'est rue Charlot, je crois, je sais plus, c'est dans le Marais. Enfin bref. Parce que tu donnes une fausse adresse, ça craint, elle va détester. Maison Plume dans le Marais, vous pouvez trouver. Elle a eu un reportage sur France 2 il y a pas très longtemps. Enfin bref. Très bien. Comment tu trouves l'inspiration? En fait, je me pose toujours la question des gens qui écrivent comme ça, d'où ça vient, parce que c'est hyper naturel et hop là, ça coule. Est-ce que t'as lu des pages blanches? Voilà, tu fais nom de la tête. Non, ouais, je sais, mais. Non, mais comment vient l'inspiration pour le coup? D'où ça part, quoi, en fait? Je sais pas. Ok. Ça vient en fait, j'ai aucune idée de la façon dont ça germe dans ma tête. Et par exemple, sur ce que je fais sur LinkedIn ou les petits posts que je fais, je ne sais absolument pas pourquoi tout d'un coup, je vais tiquer sur le verbe tomber que je vois dans un message que je reçois. Je suis tombée sur votre profil. Et là, immédiatement, t'as toute l'histoire qui se crée. Voilà, tout se fait et ça me prend. Alors ça, pour le coup, c'est 3 minutes en fait. J'écris le truc, j'ai horreur de me relire en plus. Donc, quand j'ai fait le livre, j'ai été obligée de me relire. C'était un calvaire. Et je déteste ça parce qu'une fois que c'est fait quoi. Enfin, du coup, je passe aussi à autre chose. Et je réponds aux gens quand même, parce qu'ils commandent, donc je suis pas sympa, mais non, puis j'aime bien, c'est rigolo, mais c'est, je sais pas, en fait, c'est des espèces de, j'en sais rien, ça part d'un coup, et quand, mais même sur des choses, quand on me demande, quand j'écris pour des clients sur des thématiques, j'ai des sujets, et je sais pas, ça déroule, mais par contre, toujours à l'instant T. Ouais. Encore une fois, c'est très compliqué pour moi de travailler, de préparer beaucoup les choses. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'étais à la fac, j'habitais avec ma meilleure amie et on faisait des exposés ensemble. Alors, pourquoi ce retour dans le passé? Je vais t'expliquer. Parce que elle bossait, c'était une vraie laborieuse. Et elle bossait, elle m'impressionnait, quoi. Et elle avait toujours, elle me disait, mais toi, tu bosses pas. Okay. Parce qu'elle voyait que je bossais pas. Ouais. Mais c'était pas vrai, c'était pas que je bossais pas. C'est que je crois que je construis le truc dans ma tête. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe, en fait. Ça se construit, clac, 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 ça se met en place, tout se passe dans ma tête, même si t'as l'impression que je fais complètement autre chose. Mais en fait, c'est en train de se mettre en place. Et puis, une fois que tout est bien mis comme il faut, bim! Ça sort, ça part, j'écris, ou je dis, et puis zou, quoi. C'est, mais voilà, en fait, c'est comme ça. Donc, d'où ça vient, j'en sais rien. Ouais. Mais ça vient de la curiosité, je pense. Je pense que c'est ça. Qui est quand même la meilleure qualité qu'on puisse avoir. Hein. C'est clair. Ouais. Et justement, j'avais la question me venait tout à l'heure, mais est-ce que t'es inspiré par certaines personnes qui ont, j'ai envie de dire, l'amour du verbe, l'amour du mot, et qui sont des artistes dans leur... Alors, tu parlais de Jean-Jacques Goldman tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, ça peut être des chanteurs ou autres, ou voilà, des personnes connues qui te parlent, en quelque sorte. Ouais. Alors, il y en a plein. Alors, j'essaye d'être un peu moins monomaniaque sur les auteurs parce que pendant très longtemps, quand je découvrais un auteur, quel qu'il soit,
je me tapais toute son œuvre. Alors, ça dépend sur qui tu tombes, mais ça peut prendre du temps. Oui, non, mais oui. Alors, bon, par exemple, je n'ai pas relu Proust pendant le confinement, mais je ne l'ai jamais lu, en l'occurrence. Donc, voilà. Je vais te prendre l'exemple d'Émile Zola. Ouais. Émile Zola, voilà un auteur qui a... alors, ça va être très nul dit comme ça, mais moi, il a bouleversé ma vie, cet homme. J'ai lu Nana, Au bonheur des dames. Enfin, j'ai pas lu tout Zola non plus, parce que par exemple Germinal, ça m'a carrément pas du tout intéressé. Ouais. Mais et pourtant c'est le seul que j'ai étudié en cours. C'est dommage quand même, mais bon, voilà. Et mais voilà un auteur qui m'a transportée. Et moi j'étais complètement dingo. Hein. J'avais un livre dans la main tout le temps quand j'étais petite. C'était, enfin bon. Et du coup après d'autres auteurs, il y a John Irving. Ouais. Alors là, pour le coup, je les ai tous lus. Qui, à partir de, Une prière pour Owen, qui est mon préféré, mais Le Monde selon Garp, qui pareil, que j'ai lu plusieurs fois, tellement j'ai adoré ce livre. Il y a eu Milan Kundera après. J'ai eu ma phase Milan Kundera. Bon, alors là, c'était pareil. Il y a une musicalité des mots, il y a un truc complètement fou. Plus récemment, même si ça remonte quand même à il y a 20 ans maintenant, Emmanuel Carrère, à partir du moment où il a commencé à écrire à la première personne, avec l'adversaire, le sens du mot d'Emmanuel Carrère, moi, me laisse... me cloue. Là, il y a pas très longtemps, j'ai lu un livre de David Fonkinos. Alors, c'est assez rigolo, c'est son dernier livre qui s'appelle La famille Martin. Et moi, j'avais un problème avec lui parce que j'ai lu d'autres livres de lui avant, mais sans être monomaniaque, pour le coup, et c'est de sa faute, parce que il met plein de notes de bas de page. Okay. Et j'ai horreur de ça. Ça me gonfle. C'est parce que si t'as un truc à raconter, un petit peu de temps en temps, ça va. Mais au bout d'un moment, tes notes de bas de page, elles ont leur place dans ce que tu racontes, dans ce que t'écris. Genre, je donne une leçon à David Fonkinos. J'espère que ça vous fait plaisir, David. N'hésitez pas à m'appeler. Tes notes de bas de page, là, va falloir se calmer. Non, mais tu vas rire parce que justement, en lisant La famille Martin, là, pendant les vacances de Noël, il y a une phrase à un moment où, donc plein de notes de bas de page, mais livre très chouette au demeurant. Et je me dis, je lis un passage où il parle de vie, qu'il fallait vivre la vie pour la raconter. Et là, je me dis, moi non, mais j'y crois pas, il a oublié sa note de bas de page. Il est en train de parler de Gabriel Garcia Marquez, qui a été une autre de mes marottes à un moment, qui a écrit son autobiographie qui s'appelle Vivre pour la raconter. Je me dis, c'est une référence ou pas? Je fais un post Facebook en disant, c'est incroyable, je viens de rajouter, parce que je l'ai mis à la main, moi, dans son livre, voilà, et je viens de rajouter une note de bas de page à l'auteur qui fait le plus de notes de bas de page de l'univers. Donc, c'est quand même dingue. Je tag David Fonkinos, qui évidemment, je connais ni d'Ève ni d'Adam, et il m'a répondu. Énorme. Et ça, j'ai trouvé ça hyper élégant, en me disant, non, en fait, effectivement, j'adore Garcia Marquez, mais non, c'est pas une référence. Donc moi, je lui ai répondu en lui disant que j'étais très déçue et que j'espérais quand ça sortirait en folio, il aurait l'élégance de le préciser quand même, parce que. Puis de te mentionner. Évidemment. Non, mais bon, avec David, on est devenus très intimes. En quelques semaines. On a quand même eu un échange Facebook tous les deux. Je pense que bon, on est cousins, quoi. Et voilà, non, mais bref, tout ça pour dire que j'ai perdu le fil. Donc ça fait partie des auteurs. Voilà, je suis moins monomaniaque, mais oui, il y a des gens qui m'inspirent énormément dans leur écriture, dans ce qu'ils racontent, dans un mec comme Vincent Delerme aussi. J'aime beaucoup sa façon de voir le monde et de le raconter et de le mettre en musique aussi d'ailleurs. Et puis plein d'autres en fait. Voilà. Cool. Merde, pardon, je suis vulgaire, c'est pas bien. C'est pas grave. Alors du coup, j'ai parlé de David Bowie. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, j'ai des questions qui arrivent bien évidemment au fil de la conversation, et puis si je la sors pas, elle part. Et là, en l'occurrence, tu vois, je connais ce problème. Dans ce magnifique Palais des Sports. Oui, donc il fait moins 15. C'est pas bien grave. Effectivement, c'est pas caniculaire, mais bon, voilà, on ira taper dans la balle tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On va aller faire des petits tours de terrain. C'est ça. Bon, j'enchaîne là-dessus. Alors, parfait, c'est pas grave. J'avais encore la question. Elle va me revenir au bout d'un moment. C'est pas bien grave. Ça fait à peu près 1 an et demi. C'est marrant ça, parce que moi c'est quand je suis arrivé à Bordeaux en avril 2019 que tu es coprésidente du club de volley avec Valérie Pull. Oui. Poul, je sais pas comment on dit. Pull. Comme un pull. Ouais, ok, parce que je sais pas si c'était en français ou en anglais. Non, pull comme un pull. C'est elle qui le dit. Ok, très bien. Bon, parfait. Si elle dit ça, c'est que c'est la bonne façon de le dire. Ouais. J'ai du mal avec cette phrase. Pourquoi? Alors déjà, voilà,
démerde-toi. Et pourquoi pas Et pourquoi pas non, mais pourquoi devenir déjà coprésidente ça se fait pas dans tous les clubs. Si non, c'est chouette. Hein. Exactement, ouais. Pourquoi vouloir y aller toutes les deux ensemble et puis vous avez des objectifs derrière. Le but c'est de faire grimper le club aussi, enfin j'imagine. Non, nous on veut stagner. On veut perdre des matchs. On veut perdre des matchs et stagner et puis perdre plein de partenaires. On trouve ça cool. C'est un peu l'objectif qu'on a montré à tout le monde au départ. En fait, on est là pour couler le club. Alors l'ennui c'est qu'on n'y arrive pas tellement pour le moment, mais on essaye. On a pensé à détourner les fonds, mais bon, il y en a pas assez. Vu et revu, alors bon, on pense à autre chose. Non mais. Et donc pourquoi avoir voilà qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre? J'imagine que ça prend du temps aussi, donc voilà. Oh là là, oui, c'est. Ouais. Mais ça doit être génial en même temps, donc voilà. Ah bah oui. T'as ma question, pourquoi cadeau? Ouais, pourquoi? Alors, ce club de Bordeaux-Mérignac-Volée, en fait, quand il a été créé, c'était en 2013. À l'époque, on m'avait demandé si je pouvais participer un petit peu, et j'ai été bénévole pour donner 2-3 coups de main sur la com, les relations presse, voilà. Et je suis pas restée très très longtemps parce que le président de l'époque ne me convenait mais alors absolument pas. Okay. Et que moi ce que j'avais envie de faire, je pouvais pas le faire. Voilà. Donc mais j'ai toujours gardé un œil sur ce club qui a été créé pour devenir le club de haut niveau féminin en volley à Bordeaux. Ouais. Et voilà. Et puis en 2019, le président, qui n'était plus le même, je tiens à le préciser, était en poste depuis 4 ans et il a annoncé avant de partir qu'il allait partir, qu'il arrêtait. Moi, ça m'avait pas du tout traversé l'esprit d'y aller, hein. Mais pas du tout. Et en fait, c'est mon entourage qui m'a dit, mais faut que tu y ailles en fait. Vas-y, fonce. Là, c'est pour toi. Vas-y. Ouais. Et alors, ça rejoignait effectivement. Alors, j'avais un peu de temps, croyais-je, à l'époque, parce que je me rendais absolument pas compte de l'ampleur du truc. Ça rejoignait la culture sportive que je peux avoir. Je pense que s'il y a des gens qui me connaissent bien, qui écoutent ça, ils doivent être pliés dans leur canapé à l'heure qu'il est. Mais bon, ça me fait plaisir. Elle est pour vous celle-là. Donc l'immense culture sportive que j'avais, je reprends. Et puis aussi cette défense que j'ai quand même chevillée au corps depuis très très longtemps, hein, depuis qu'on m'a dit en CE1 que le masculin l'emportait sur le féminin en français. Quelle idée. J'avais noté, je voulais te le sortir. Oh désolée. Et oui, c'est vrai que ça a fait tilt aussi en lisant. Enfin voilà, je sais plus où est-ce que tu as sorti ça exactement. Dans le Huffington Post, non? Je sais oui. Plus. Ouais, oui, c'était lors de ma chronique pour le HuffPost. Exactement. Stylé quand même. Ouais, c'est pas eux qui m'ont demandé, je leur ai proposé, ils l'ont prise. Hein, oui, c'est pas non plus. C'est quand même sympa. Bon, c'est cool. En tout cas, je trouve ça quand même sympa. Et donc effectivement, le fait de dire le masculin l'emporte sur le féminin. Enfin, moi, je suis quand même très attaché à ce côté équité entre les deux. En fait, mais ça part de. Ça part de loin. Mais et puis alors le problème avec ça, c'est que moi je l'ai dit hein, quand j'étais petite et je l'ai redit après. Mais c'est que pour le coup, ça te fait rentrer dans une case, c'est la rebelle. Ah non, elle c'est une rebelle. Alors oui, si vous voulez, hein, mais ça ne fait pas non plus énormément avancer les choses. Et en l'occurrence, moi je suis née en 1976, tu vois, j'ai grandi à une époque où j'ai été ado, à une époque où je pensais que le combat féministe c'était un truc de nanas qui brûlaient leur soutif et qui avaient plein de poils sous les bras et qui me concernait absolument pas. Parce que j'avais la sensation quand même si je notais 2-3 trucs qui me déplaisaient profondément par rapport à ça, mais je crois que je me posais pas trop la question de savoir si c'était juste ou pas. Et puis, quand je suis rentrée à la fac et qu'après j'ai commencé à travailler dans la presse, que je racontais tout à l'heure, là j'ai quand même pris de plein fouet la mesure de ce que voulait dire inégalité entre les hommes et les femmes, et en l'occurrence entre les hommes et la femme puisque j'étais la seule. Et c'est quelque chose qui a perduré parce que j'ai travaillé dans un milieu extrêmement masculin, mais j'ai adoré ça parce que les milieux féminins que j'ai pu fréquenter aussi ont été peut-être bien plus durs que les milieux masculins, il faut le dire aussi, parce que on parle beaucoup de sororité, gna gna gna. Alors je ne dis pas que je ne crois pas à la sororité, hein, parce que c'est pas ça, mais je suis toujours embêtée à partir du moment où on estampille quelque chose. Ça met une norme et une obligation d'être et d'agir qui ne correspond pas à la réalité des choses ni des gens. Et donc
je reviens sur ta question. Ça rejoignait en fait à ce moment-là, quand mon entourage m'a dit fonce parce que là c'est pour toi. À la fois ce que je défends en tant que femme sur les mais en tant que femme, mais en tant que, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas plus de résonance que n'importe qui d'autre. Je suis pas la mère Teresa du féminisme, à l'inverse d'ailleurs. Mais ce club, il a été créé pour atteindre le plus haut niveau. Il a pas encore réussi à le faire, et je me suis dit que avec ce que je défends, c'était aussi un bon moyen et le bon moment pour y aller. Sauf que je pouvais pas y aller toute seule. Mais ce qui est assez dingue, c'est que Valérie Pourquoi tu pouvais pas y aller toute seule? Parce que c'était non et déjà parce que je sais pas calculer un pourcentage. Tu me colles les finances, je te le colle en 2 jours. Mais jamais de la vie. Okay. Non, mais moi je ne sais pas faire ça. Il y a je sais ce que je sais faire, mais je sais aussi ce que je ne sais pas faire. Ce qui est important. Et hors de question qu'on me colle un tableau Excel avec des finances dedans. Je ne sais pas, j'ai peur. J'ai peur d'Excel. C'est non. Et donc du coup, on s'est réunis. Alors c'est drôle parce que c'est dans la salle où on est aujourd'hui. Ok. Et il y avait plein de gens, les élus, et il y avait Valérie Pull qui était là dans la salle, mais que je ne connaissais pas. Et chacun a parlé. Et donc moi j'ai dit que que je me présentais pour être présidente. Allez hop, salut, personne ne me connaît, on y va. Et puis après sur la suggestion d'une connaissance commune qui m'a dit ouais, tu devrais te rapprocher d'elle parce que ça serait elle est pas mal et tout. Et en fait j'ai appelé Valérie et je lui ai dit moi je vous propose en fait de faire une coprésidence. On le fait ensemble. Et quand elle le raconte, c'est rigolo parce que c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a réfléchi à peu près 12 secondes et qu'elle a dit oui. Mais on ne se connaissait pas. Ouais, okay. On s'était croisés une fois à cette réunion, mais on se connaissait pas du tout. Et en fait, ce qui est vraiment génial dans cette aventure, dans ce projet, c'est pas un projet parce que c'est vraiment du concret. Donc le projet, ça va 2 secondes aussi, quoi. On va arrêter d'être dans le projet. Et les mots toujours. Les mots toujours. Mais non, mais c'est important. Ouais. Toujours des mots. Je m'enflamme. Pardon. C'est bien fou, terrible. Et en plus, je gèle de plus en plus dans cette c'est clair. Et donc voilà. En même temps, ils font du sport à côté, alors ils ont pas froid, quoi. Ils sont en mouvement de frigo, quoi. Et donc voilà comment ça a démarré. Et donc on a été élus. Bon, en même temps, on n'avait pas de concurrence. Oui, mais bon, tout de même. Et ça fera 2 ans au mois d'avril. Donc on va. Enfin, d'ailleurs, si quelqu'un prépare un putsch, faut le dire maintenant parce que c'est en avril l'AG élective. Donc d'accord. Okay. Voilà, n'hésitez pas à vous faire connaître pour le putsch. Et non, mais c'est en fait nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos compétences au bon endroit. Valérie est la meilleure gestionnaire financière de l'univers. Elle fait quoi dans la vie? Enfin, si on va pas, le but c'est pas de faire un podcast sur elle, mais alors, quand même elle rapidement. est, faut pas que je dise de conneries parce que sinon je me fais engueuler. Test. Elle est directrice administrative et financière. Elle dit que c'est d'une association, mais c'est une association qui emploie 1000 personnes. Donc, elle gère énormément de choses. Et voilà. Oui, donc le côté effectivement calcul de pourcentage est fiché Excel. Ah ouais, moi je la désespère avec mes histoires de tableau Excel. Mais bon, mais on est chacune à notre place et c'est ça qui fait que cette coprésidence fonctionne. Alors il y a le fait qu'elle soit féminine, qui plaisait bien aux gens ou pas d'ailleurs. On a eu un peu de tout, mais en fait nous on s'en fout que ce soit. Enfin, c'est pas parce que c'est une femme et c'est pas parce que j'en suis une, c'est que on travaille on est un vrai binôme. On travaille vraiment et on travaille hyper bien ensemble. Vous êtes complémentaires, quoi. Ouais, voilà, on adore travailler ensemble. On s'entend forcément très bien, on s'apporte. Mais même au-delà de ça, je pense qu'on s'apporte plein de trucs aussi humainement. C'est voilà. Donc moi, forcément, je suis plus sur la communication, donc on me voit plus souvent. Je fais plus souvent les prises de parole, mais c'est parce que ça correspond à nos personnalités et aux missions qu'on s'est fixées au sein du club. Ouais. Mais si Valérie Pull n'était pas là, ce club n'existerait pas. Je vous le dis tout de suite, quoi. Mais non. C'est impossible. Voilà.
Ok. Et donc alors, donc tu l'as repris les deals. Enfin, l'idée c'est de le faire évoluer aussi. Quels sont un peu les objectifs et quel est ton rapport justement à ce sport, au sport féminin, voilà, comment tu le vis toi, parce que c'est bien après d'avoir voulu être coprésidente pour le coup, mais avec maintenant ce recul. Quand même. Ouais, pardon, oui, on t'a élu, oui, voilà. Non mais le vouloir c'est une première chose. Après avoir été élu, après, enfin voilà, et comment tu le vis maintenant et quel regard tu portes aussi, puisque une fois qu'on est vraiment dedans, au bout d'un an et demi, tu peux avoir quand même un peu de recul, je pense. Oui, c'est vrai, je peux en avoir. L'objectif, c'est celui pour lequel ce club a été créé, c'est d'atteindre le niveau professionnel. Okay. Là, on est à l'avant-dernière marche. Ouais. Lapsus. Ça marche. Ça va. Donc, l'avant-dernière marche, BMW joue en élite. C'est l'équivalent c'est la 2e division nationale. Ouais. Donc, l'étape d'après, c'est la pro, c'est l'objectif du club. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif sportif. Atteignable pour le coup. Enfin, comment ça se passe depuis 1 an et demi? On s'était fixé un objectif sur 3 ans. Ouais. Et puis, je sais pas si t'es au courant, mais il y a une petite crise qui s'est glissée dans les plans des gens. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et on l'avait fixé à 3 ans. Donc, ça voulait dire que l'année prochaine, pas cette saison, mais la saison 2021-2022. Voilà. Fallait. Fallait. Je dis pas qu'on n'y arrivera pas. Ouais. Parce que je ne sais pas et pourquoi pas, je ne sais pas. Mais c'est juste qu'il y a accessoirement, coup d'arrêt, oui. Même si nous on joue là, l'équipe joue, il y a eu très peu d'arrêts pour nous, on s'en sort quand même bien. Surtout les plans d'ailleurs, parce qu'on fait quand même une bonne saison pour le moment. Mais c'est le côté financier des choses. Il faut qu'on double notre budget pour pouvoir accéder à la pro. Okay. Donc Alors pourquoi si pour le coup c'est pour partenaire sexy dans le 33 ou ailleurs, appelle-moi. Ça marche, tu crois ou pas? Je vais pas, on verra. Même si tu n'es pas sexy, ce n'est pas grave, je te prends quand même. Je sais pas si ça marchera, mais c'était beau quand même. Pardon. C'était inattendu. Et donc non, et alors oui, pourquoi devoir doubler? Faut embaucher des gens, c'est juste que ça demande. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un travail de fond, de longue haleine, parce que la première chose qu'on a voulu faire et ce qu'on continue à faire, ça a été de professionnaliser le club. Avec le budget qu'on a, on n'a pas de salariés, hormis nos joueuses et notre entraîneur. Oui, parce que les joueuses, c'est leur métier principal. Alors, pas toutes. On a des joueuses professionnelles, dont c'est le métier, et on a des joueuses professionnelles, mais qui sont également étudiantes. Alors j'allais dire ou qui travaillent, enfin si, parce qu'on en a une en alternance, mais c'est voilà. Et on a une joueuse qui n'a pas tout à fait le statut de professionnel et qui travaille à côté. Mais les gens qui sont payés dans ce club sont ceux qui sont sur le terrain. D'accord. donc en l'occurrence, le bureau est bénévole. Valérie et moi sommes bénévoles, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est un métier coprésidente. Alors je vous arrête tout de suite. Mais en fait, si. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est un métier. C'est vraiment un métier parce que on est au carrefour, appelons ça comme on veut, de plein de choses. On traite avec énormément de gens, on gère énormément de choses. On gère une entreprise de 12 personnes bénévolement, mais c'est quand même une entreprise. On doit rendre des comptes à nos partenaires, à nos financeurs publics. Donc on a des relations avec les collectivités, les institutions qui nous soutiennent, les partenaires privés, la recherche de partenaires, la communication. Donc en fait voilà, on a professionnalisé déjà nous ce qu'on savait faire, à savoir la gestion financière et la communication. Donc bien évidemment, je ne peux pas m'exprimer sur la gestion financière, je crois que tout le monde aura compris. Sur la communication avec un peu plus de facilité. Et ce qu'on a fait, enfin moi pour le coup là-dessus, j'ai fait mon métier et puis c'est aussi un terrain de jeu qui est vachement chouette. Parce que quand j'ai commencé, moi, ce que je disais quand on me posait la question, c'est pas très compliqué. C'est un sport dont tout le monde se fout, qui en plus est pratiqué par des meufs. Alors, c'est ce qu'on appelle un défi. Le volley, tout le monde s'en fout. J'aime bien le volley. Mais oui, non, mais c'est très bien. Mais c'est un sport merveilleux. Mais sauf que c'est pas très médiatisé. C'est le moins qu'on et en puisse plus, dire. 9 fois sur 10, quand on en entend parler, c'est parce qu'il y a un attaquant phare de l'équipe de France qui a fait une connerie, quoi. Donc, c'est bon. C'est vrai. Mais oui, c'est dommage. C'est dommage.
Et sur sa pratique féminine, alors là, ouais, adios. Ça part de bien loin, quoi. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Ouais. Et moi, c'est ça aussi que j'adore dans cette dans la danse. C'est dans ce qu'on fait. Ce que j'adore dans ce qu'on fait, c'est que personne ne nous attendait nulle part, personne ne nous attend nulle part. Et c'est justement là qu'il y a une place à prendre. Et moi, c'est ce que j'ai dit aux joueuses la première année, quand on a été élus avec Valérie, ce qu'on leur a dit, c'est ça. On nous attend nulle part, et ben on va être partout en fait. On va y aller parce qu'on nous attend pas. Et c'est la fierté, elle est pas que sur le terrain quand on a un ballon entre les mains. Elle est pour moi et puis enfin pour n'importe quel sportif, qu'il soit individuel ou collectif, mais notamment dans un sport collectif. La fierté du maillot, moi, c'est un truc auquel je crois, mais vraiment, et que j'ai pu constater aussi au cours de mes années de journaliste. Et cette fierté-là, elle sort du terrain. Et nous, notre boulot, c'est aussi de les sortir du terrain. Parce que c'est pas que des joueuses et parce qu'elles gagnent peu, parce que les budgets sont bien moindres qu'en sport masculin. Ce n'est pas une découverte et ce n'est pas normal. Voilà, je pense que le côté peut-être féminin en fait de cette coprésidence aussi, et pour avoir fréquenté beaucoup de clubs, je sais que c'est absolument pas le cas, c'est que nous, on les prend dans leur globalité. C'est pas seulement des joueuses dont on attend qu'elles soient bonnes sur le terrain, même si évidemment c'est ce qu'on attend d'elles. C'est aussi des jeunes femmes qui pensent comme des jeunes femmes, études, vie affective, sentimentale, qui doivent être abordées dans leur globalité. La finalité pour nous, c'est qu'elles soient bonnes sur le terrain, mais on ne doit pas oublier ce qu'elles sont à côté. Et rien que prendre ça en compte et pouvoir leur dire et leur expliquer, ça change tout. Donc on sait que notre club, il a hyper bonne réputation. Et ben tant mieux, c'est très bien. On sait aussi qu'il y en a plein que ça agace. Et ben tant mieux, c'est très bien, mais agacez-vous, continuez justement, parce qu'en fait, ça c'est un truc que disent souvent alors j'ai un grand communicant, et donc là ça se voit pas, mais je fais plein de paires de guillemets parce que l'important c'est pas qu'on parle de nous en bien ou en mal, mais c'est qu'on parle de nous. Alors en l'occurrence, je préfère que ce soit en bien, évidemment, on fait tout pour. Mais en plus cette formule est un peu con. Mais, non, mais c'est vrai. Je vais te dire une grande vérité sur la communication, mais pas du tout. Mais en l'occurrence, nous, ce qu'on déploie avec Valérie et avec le bureau, ce qu'on fait, on y croit vraiment, quoi. Et moi, je dis aussi régulièrement que je ne pars jamais à la guerre sans être sûre de la gagner. Et bon, là, je suis partie à la guerre depuis 1 an et demi, quoi. Voilà. Ok. Tu vois ça comme une guerre? Non, pas du tout, mais c'est une façon de non, mais ça d'expliquer. pourrait, parce que ça pourrait Alors, il y a eu des contextes où je l'ai dit parce que c'en était vraiment une, mais on ne rentrera pas sur ces sujets-là. Mais non, je vois pas ça comme une guerre. Alors ça, c'est pareil, c'est une super bonne question parce que le côté guerrier-guerrière, c'est très associé à la pratique sportive et notamment sur la pratique féminine. Alors après, je vais parler du volley, mais ça marche aussi dans d'autres disciplines. Quand tu regardes les noms des équipes, c'est des trucs hyper agressifs. Alors, on va prendre le Mérignac handball, pour lequel j'ai le plus grand respect, bien évidemment. C'est les foudroyantes. On se calme. Non, mais c'est bon, quoi. Peut-être j'ai collé la foudre. Alors déjà, en plus, si tu la colles pas derrière, ça craint, quoi. C'est bon. Je suis pas persuadée. Appelez-moi aussi pour votre com si vous avez besoin. Non, je déconne. Non, c'est très bien ce que je vous faites. Bisous. Hein. Je vais me faire tuer. Non, mais c'est juste sur cette approche-là, vraiment. Alors pour le coup, sous un angle purement professionnel de communication, on va arrêter de déconner 2 secondes, encore que. C'est ces termes extrêmement agressifs et guerriers. Qui sont accolés aux équipes féminines, comme si il fallait que la pratique féminine du sport soit à l'égal de celle des hommes, qui est déjà très estampillée. La guerre, on part au combat, les muscles, voilà, on monte nos muscles. C'est moi qui suis le plus loin. Voilà. En l'occurrence, ça, je trouve ça complètement dingue, complètement fou. Tout comme le fait de mettre du rose. Tu regarderas. Enfin, je te prends l'exemple du volley, mais ça marche aussi avec tous les sports. Du rose. Du rose, pourquoi? Parce que le rose, c'est féminin. Mais enfin, nous, quand on est arrivé avec Valérie... Enfin était magnifique. Mais non, mais... non, mais c'est ça. Mais non, mais ça, c'est un truc... Moi, j'aime déconstruire, en fait. Enfin, c'est pas tant de déconstruire, c'est regarder les choses simplement, basiquement. Vraiment, pas un truc compliqué. Et le rose, il habille absolument... Mais
90%, voire 95% des logos des équipes professionnelles ou semi-professionnelles féminines. Quand on est arrivé avec Valérie à la coprésidence de BMW, bon, le logo était rose. Donc moi, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai dégagé le rose. Alors au bureau, il se marre en plus et souvent on me le dit, oh là là, on met pas de rose, elle va nous tuer, elle va nous tuer. Alors j'ai rien contre le rose, hein, c'est sympa comme couleur, c'est pas et tout, c'est mignon. Mais moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas parce que rien que ça, c'est différenciant. Ouais. Pas de rose. On a du bordeaux, trop fort, et du bleu marine, parce que c'est aussi très associé et que culturellement, dans le sport, alors on va prendre les Girondins et les Girondines d'ailleurs, c'est du bleu marine. Nanana. Donc ça ancre localement, le bordeaux pour le bordeaux, tout le monde a compris, c'est bon. Et voilà, et puis parce que c'est un dérivé du rouge et que le rouge, c'est la puissance, si on part sur le langage des couleurs. Ça me fait penser que sur les auteurs, il y a Michel Pastoureau, qui est l'historien des couleurs, que je vous recommande chaudement et qui est aussi une de mes marottes par ailleurs. Mais enfin, bon, j'arrête. Le message est passé. Non, mais c'est bien, ça donne plein d'idées lecture. Ouais, voilà. Idées lecture. Et donc déjà, virer le rose. Ouais. Parce que on a compris que c'est des meufs. C'est bon, on n'a pas besoin de les emballer dans du rose. Ça se voit, en fait. Et puis, c'est ce côté... on avait eu un commentaire sur Facebook qui était assez intéressant là-dessus, parce qu'il y a un type qui nous a mis, quand on a dévoilé le nouveau logo, oui, c'est très sombre, le rose était beaucoup plus joli. Donc je lui avais répondu en lui disant que c'était plus joli, mais qu'en attendant c'est associé à la féminité certes et au romantisme, et qu'on se voyait pas très bien déclamer du Ronsard en attaquant, donc du coup on avait un peu changé les couleurs, quoi. Et ça l'a pas fait rire, mais c'est pas grave. Et non, mais c'est ça aussi, parce que mine de rien, c'est dans tout ce qui fait partie de notre environnement. Et là je redeviens sérieuse encore une fois. Sur ces choses qui sont très ancrées et qui ont un sens et qui influencent notre façon de voir les choses. Moi, je veux pas d'équipe en rose. Mes roses, elles seront, tant que je serai dans ce club, il y aura jamais de rose. Il ne reviendra pas parce que c'est une couleur qui est trop chargée en exactement l'inverse de ce que je veux qu'elle montre et qu'on soit. Je pense que si on veut être prise au sérieux, considérée tel que l'on est, à savoir des sportifs professionnels qui pratiquent un sport professionnel, on ne doit pas être plombé par des attributs qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas ceux de ce qu'on est en train de faire, à savoir du sport de haut niveau. Voilà. Ok. Vous avez 4 heures. C'est ça, parce que j'étais en même temps en train de réfléchir. Ouais. Ok. Mais non, parce que à la fois ça m'a emmené sur d'autres questions et ça m'a fait perdre celle d'avant. Enfin bon, comme d'hab, quoi. Voilà, tu découvres, ceux qui ont l'habitude de m'écouter sont pas surpris et ceux qui nous rejoignent, voilà. Bref, si une autre question, mais qui n'a presque rien à voir et encore, c'est est-ce que il y a un écrit que t'as fait et que tu te dis là t'es au summum de ton art. Est-ce que parfois on fait des choses et on se dit waouh, là c'est vraiment trop bien ce que j'ai fait. Est-ce que toi, dans tout ce que t'as pu écrire, parce que t'en as écrit quand même quelques-uns des mots, est-ce qu'il y a soit un post ou une publication que t'as pu faire dans un journal et où tu te dis ah ouais, ça il y avait tout là-dedans, quoi. Il y a des articles pour lesquels j'ai une tendresse, ouais. C'est alors bon, il y en a un que plus personne ne pourra lire parce que c'était un article que j'avais fait dans la Nouvelle République à la fin des années 90 sur un concert de Pascal Commelade. Voilà. Salut Pascal. Ouais, et pareil, bisous Pascal si tu m'entends. Appelle-moi. Pourquoi pas. Ouais, attends, c'est bon. Et non. Et après, plus récemment, alors pour Drôle de Mums, il y a 2 chroniques pour lesquelles j'ai une vraie tendresse parce qu'en plus elles ont vraiment, il y en a 3 en fait. Elles ont vraiment servi à quelque chose en fait. Okay. Il y en a une qui était rigolote, c'était la fiche de poste du métier de maire, qui a été énormément reprise parce que c'était vachement rigolo et en fait c'était rigolo, c'est horrible de dire ça, c'est moi qui l'ai écrit. Disons que ça a beaucoup fait marrer. C'était assez léger. C'est le retour que t'as eu. Donc ouais, et puis ça dédramatisait en fait le côté multifonctionnel. À la seconde où tu deviens mère, t'appuies sur le bouton, t'es pédiatre, t'es machin, t'es truc, c'est bon, se calme, quoi. Et voilà, Je vois. Donc il y a celui-là que j'aime bien. J'avais écrit une lettre aux mamans fatiguées. Okay. Alors ça a été. Il y a eu énormément
de diffusion, celui-là, et le site continue à le reposter de temps en temps, et je reçois encore des messages, alors que il date de 2014, je crois. Chaque fois qu'il est reposté, je reçois il y a des gens, des dames, des femmes m'écrivent. Et ça c'est hyper bien parce que ça sert à quelque chose. En fait, moi, je veux faire des trucs qui servent à quelque chose. Et le troisième portait sur les enfants différents, sur le fait que quand on a un enfant, on se projette ou on se projette pas, mais que quand il arrive, parfois dans la vie, au fil de l'évolution de cet enfant, on se rend compte qu'il y a des petits trucs qui sont pas comme c'est écrit dans le bouquin en fait, et que ça c'est très déstabilisant pour les parents. Et je crois que c'était, je me souviens plus du titre, mais je crois que c'était la lettre aux parents d'enfants différents, il me semble. Et c'est alors j'ai un peu les ça commence à s'entendre. Et ouais, puis c'est non mais je suis très émue parce qu'en fait moi cet article-là je l'ai écrit au regard de ma propre expérience, mais aussi encore une fois en me disant que ça allait servir à quelque chose. Ouais. Et là, il est allé au-delà de mes espoirs et de mes espérances, parce qu'il a vraiment servi à quelque chose. Et donc voilà, moi je suis très fière de ça, fière de ça. Bravo pour le coup. Non, mais c'est important parce qu'on a beaucoup tendance à généraliser les choses. J'ai horreur de la généralisation, parce que on le disait au début, on est tous différents les uns des autres, et c'est ce qui fait un peu le sel de notre vie et l'intérêt un peu des choses. Mais que quand on se retrouve face à la différence en tant que parent, on est seul au monde. Et c'est bien peut-être aussi de savoir que qu'en fait on n'est pas tout seul et qu'il y en a d'autres, et que donc c'est ce côté utile. Voilà, c'est utile. Ouais. Ok, donc c'était tes publications les plus utiles. Oui, après, il y a tous mes posts LinkedIn qui font marrer les gens. Ouais, c'est ça. Oui, j'allais te demander, est-ce que tu arrives à trouver genre une recette? Bon, alors tu l'écris, tu as l'air de l'écrire hyper naturellement, donc voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une recette quand même sur tes posts qui fonctionnent le mieux? Est-ce que c'est les plus drôles? Est-ce que c'est les plus factuels? Est-ce que j'en sais rien? Si, je sais, j'imagine connaître la réponse, mais quand même, je te pose des questions. Alors, les gens aiment bien quand c'est sordide. Ils kiffent. Ils m'envoient des messages pour me dire génial. Ils clouent des chauves-souris sur leur porte. Bon, j'ai compris que ma question n'était pas hyper bien formulée. Merci, ça va. Non, mais en fait, alors c'est rigolo parce que moi, dans ces posts-là, ça m'éclate parce que LinkedIn, c'est un peu ma cour de récré. Bon, accessoirement, j'ai beaucoup de clients qui viennent de LinkedIn grâce au... Mais c'est ce que je trouve... Excuse-moi, j'ai fait te laisser de finir ta phrase. Pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y, j'y reviendrai. Mais c'est parce qu'en fait, et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, et ce que je voulais faire ressortir de cet échange, c'est qu'en fait, tu te fais kiffer, tu te fais plaisir, quoi, en fait, et t'écris des choses qui te passent par la tête, et t'y vas et spontanément. Peut-être que tu te poses 14 questions en disant est-ce que je le poste, est-ce que je le poste pas? Je ne pense pas, voilà, parfait. Ça qui est intéressant, et c'est ça que je veux dire aussi, moi il y a des personnes qui viennent, je communique un petit peu, donc parfois quand on communique on a un peu de visibilité, et moi, que ce soit des étudiants ou d'autres personnes qui ont envie d'entreprendre, qui viennent me voir, et je leur dis et ils hésitent dans ce qu'ils veulent faire, je leur dis mais en fait, est-ce que c'est ton cœur qui parle, c'est tes tripes? Si oui, vas-y, et fais ce qui te plaît. Et moi, ce podcast en est totalement l'exemple. Il y a à peu près un an environ, j'ai enregistré le premier épisode, puisque Pompon a démarré le 5 février 2020, et en gros, c'est parti juste d'un plaisir, d'un kiff, d'interviewer des gens, d'échanger, d'être le premier à m'enrichir aussi, je le dis quand même. Et puis ça en est devenu un peu mon métier quand même, parce que j'anime d'autres podcasts, j'interviens en cours, enfin bref, voilà. Et donc je dis aux gens, mais faites-vous plaisir, et ça va vous apporter aussi, en partant de quelque chose que vous aimez faire, des clients, un métier. Et toi, c'est exactement ça qu'en fait. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais ça me tenait à cœur de dire ça. Mais moi je suis entièrement d'accord avec toi. C'est à partir du moment où c'est pas insultant ou dégradant ou gênant ou stigmatisant, que sais-je, enfin que des trucs en haut. C'est moi, ce que je fais sur LinkedIn, c'est que j'écris des posts. Alors, la recette, j'ai pas vraiment de recette, mais il y a un truc que je fais souvent, c'est que je commence mes posts par l'autre jour. Ouais, j'avais remarqué, et ça, c'est un truc, en fait, je l'ai fait un peu comme ça, tiens, l'autre jour, parce que j'avais un truc à raconter un peu rigolo, je sais plus ce que c'était, c'est quand j'avais signé un mail professionnel, j'avais voulu le rendre un peu plus chaleureux qu'avec ma signature habituelle, et j'ai signé Béatrice. Chaleureux, le Béatrice. Non, mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Ah oui, t'as juste changé. C'était pas. Non, je me suis dit, c'est une faute de frappe. Génial. Et Béatrice, quoi.
Et l'autre, elle se prétend ceinture noire en communication. Et en fait, j'ai commencé ce poste en disant bon, bah, l'autre jour, voilà, clac, j'ai ripé. Je sais plus comment il est tourné j'ai signé Béatrice. Donc n'hésitez pas à me confier votre communication. Je pense que là, j'ai quand même démontré tout mon savoir-faire. Foncez quoi. Et LinkedIn, qui est un réseau très policé, très professionnel, où il y a beaucoup de gourous qui ont la solution, enfin, des trucs très très chiants. Et moi, je pose des trucs en fait où déjà je ris de moi parce que de toute façon c'est tellement nul que j'ai que ça à faire. Et je trouve ça drôle en fait de partager avec les gens puisque je suis censée être une experte entre guillemets de la rédaction. Je me revendique rédactrice professionnelle quand même. Je signe Béatrice. C'est beau. C'est beau. Ouais, mais je trouve ça drôle en fait parce que ça fait partie de la déconstruction, mais positive, qui sert à quelque chose. Encore une fois, le fait de décomplexer parce que les gens causent pas. Quand quelqu'un dont c'est censé être mon métier, je me plante. Moi, je préfère raconter que je me suis plantée parce que ça les fait marrer. Parce qu'en plus, c'est vrai, je me suis plantée. Et puis, c'est toujours mieux de dire. Moi, quand je me plante, je le dis parce que je vais pas dire que c'est la faute des autres. En l'occurrence, c'est la mienne. Donc, je me plante pas souvent. Vous inquiétez pas, confiez-moi votre com. Mais des fois, ça arrive. Non, et en fait, voilà. Et c'est à la fois raconter des petits trucs comme ça qui sont assez légers, mais qui parlent quand même de communication, parce qu'au final, je ne fais que parler de communication. Je parle de mon métier, de ce que je sais faire, de quand je me plante, de quand je me vautre, ou du sens des mots. Puisque ce qu'on a évoqué déjà au cours de notre conversation, je suis une malade du sens des mots, du sens premier des mots, et puis après des différents niveaux de lecture. Je trouve ça absolument fascinant, passionnant, et puis souvent on oublie de voir les évidences ou de les regarder. Et de temps en temps, moi je le fais, voilà, comme sur le verbe tomber. Je suis tombée sur votre profil, j'espère que vous n'êtes pas fait mal. Et voilà, quand on regarde les synonymes de tomber, c'est douloureux quand même. Moi j'ai rien senti, ça va, mais c'est ça. Beaucoup, je m'étais copié-collé le post que tu avais fait sur LinkedIn il y a quelques jours sur ça, quoi. Et ce post, il cartonne. C'est incroyable le nombre de réactions. Et ce qui est aussi, je pense, très révélateur, parce que là, moi, je m'en rends compte, parce que j'ai pas de calendrier de publication. Tu te doutes que c'est totalement désorganisé. Et t'as pas de tableur Excel pour gérer ton calendrier? Oui, j'en ai plusieurs, mais je sais pas où ils sont. C'est avec ma comptage, je crois. Non, et du coup, je suis un peu rigoureuse aussi. Ne vous laissez pas influencer. C'est un désastre. Oui, donc du coup, ce dont je me rends compte aussi, c'est que par exemple avec ce petit post qui est un peu rigolo et tout, l'engagement incroyable qu'il y a, les gens qui commentent, on a plus, je sais plus combien de commentaires. Alors exactement, 253 réactions. Et 134 commentaires. Ça c'est énorme parce qu'il y a sur LinkedIn, c'est un réseau sur lequel les gens s'engagent peu. Alors c'est la loi de Pareto en économie. Et donc en gros, il y a 9% de gens qui vont réagir, sur 10, il y en a 9 qui vont rien faire. Et donc là, l'engagement, de commentaires, quoi. 130 énormément commentaires, de commentaires. Mais c'est aussi que c'est le contexte dans lequel on est qui est extrêmement difficile pour tout le monde. Et quand ils voient passer un truc un peu plus léger, un peu plus marrant, là je le vois, ils foncent, quoi. Donc, ce qui est assez révélateur du fait que la France va mal. Je te le dis en rigolant. Toi aussi, tu te mords, c'est horrible. Ah non, mais disons que moi, tous les termes négatifs et tout ce qui est dire ça, alors c'est une vérité. En même temps, il y a plein de choses extraordinairement bien qui se passent. Mais oui, non, mais en plus, c'est d'une façon complètement terrible de généraliser. Bon, alors, la France va mal. On va tous mourir. Ah, mais dès que je vois un truc négatif en mode la France, qui m'a dit, alors de toute façon, je ne citerai pas le nom, mais quelqu'un m'avait dit, vas-y, balance. Mais je veux partir à l'étranger, en France, c'est horrible. J'étais là, pardon, mais je pense qu'on a été dans le meilleur pays au monde avec ce qui s'est passé, plus ou moins quand même, mais on a quand même des sécurités qui sont énormes ici. Et j'étais là, mais pars et tu vas revenir. Alors je dis pas que c'est. Il faut faire son expérience personnelle. Exactement, mais bien parce sûr. que c'est nécessaire. On est d'accord. Mais on est quand même dans un pays incroyable, magnifique pour entreprendre, qui est génial aussi. Enfin bon, bref. Moi j'en suis absolument convaincue. Après, je suis pas née de la dernière pluie non plus, mais oui. Voilà, c'était mon petit instant franchouillard. Ouais.
La franchouille. Alors, plusieurs questions de fin. On va arriver tranquillement sur la fin de cet échange. C'est long. J'espère que les gens sont toujours là. J'espère qu'ils ne sont pas en train de sécher. Mais ils sont toujours là. Enfin, j'espère, vous nous direz. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, et entreprendre au sens très large? Parce que pour moi, je parle sur le pompon, je parle d'entreprenante et d'entrepreneur et non pas d'entrepreneur. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a une différence entre les deux. Est-ce que tu auras des conseils à donner à ces gens-là? Ouais, allez voir. Allez voir quoi? Allez voir ce qui vous intéresse, allez voir les gens, allez voir ce qu'ils font, allez partout, allez regarder, posez des questions, soyez curieux, posez plein de questions, regardez. Allez, je pense que vraiment c'est ça. Foncez, demandez, tapez à la porte, retapez à la porte, essayez, posez la question, demandez aux gens dont vous pensez qu'ils vont vous répondre, et aux autres aussi, parce qu'on sait jamais, des fois ça peut marcher sur un malentendu. Non, c'est ça. Allez voir, regardez, s'inspirer, ne jamais recopier parce que c'est mal. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais moi je crois que alors c'est très facile de dire ça. Enfin, c'est très facile, non, parce que moi j'ai entrepris, j'ai essayé des trucs, je me suis plantée. Il y a des choses que j'ai voulu créer. C'est quoi le plus gros truc que t'as planté? Quand tu dis je me suis planté, est-ce qu'il y a un truc où tu te dis Ouais, moi j'ai essayé de créer un espace de coworking avec une crèche intégrée à Bordeaux. Ok. Cowork Crèche qui avait été créée à Paris, et en accord avec la fondatrice qui est aussi une de mes amies, qui s'appelle Muriel Igmorassen. Elle avait créé Cowork Crèche à Paris, et je voulais le faire à Bordeaux. J'ai travaillé pendant 3 ans sur ce projet. Ouais, et il n'a pas vu le jour. D'accord. Pourquoi? Donc alors pourquoi il n'a pas vu le jour? Je vais être un peu cruelle, mais je vais être assez directe parce que c'est la vérité, qu'on va pas perdre de temps non plus. Mon associée m'a lâchée du jour au lendemain. Elle a disparu. Elle s'est évaporée. Pour des raisons sans doute personnelles et autres, je ne juge pas, mais en l'occurrence, je me suis quand même retrouvée à poil, enfin à moitié à poil. Et voilà. Et puis parce que c'était impossible de trouver un local qui pouvait accueillir, et parce que c'était très compliqué. Et, donc voilà, ça c'est un échec. J'ai pas réussi à le faire. J'ai bossé 3 ans dessus, j'ai pas réussi. Costaud. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au cours de cette expérience-là, moi j'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert des choses, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Et puis à l'époque aussi, je suis tombée sur le livre décidément de Charles Pépin qui s'appelle Les Vertus de l'échec, et je ne saurais que trop vous recommander sa lecture, doublée de Quand la beauté nous sauve, qui est également un très bel ouvrage de ce philosophe pas chiant. Fin de la chronique littéraire. C'est exactement ça. C'est sur France Culture. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. C'est ça. Ce podcast part en live total, quoi. Mais c'est très bien, tant mieux, j'adore. Ok, donc ton conseil, voilà. Ouais, allez voir. Posez, parlez aux gens. En fait, l'autre conseil très 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 important, un mail d'accord, mais décrochez votre téléphone. Parce que de plus en plus, on a l'impression que cet outil ne sert pas à téléphoner. Je parle comme une vieille. Mais t'as vu, comme une vieille. Parce que moi, de mon temps... C'était très beau, ça. C'est horrible. Au moment où je le dis, je me rends compte, merde, je parle comme une vieille. Faut que j'arrête. Bon. N'empêche que je m'en rends compte aussi, expérience aidant, ce qu'on appelle la maturité. C'est que c'est apparemment très angoissant de décrocher son téléphone, alors que rien ne vaut un contact d'abord vocal, ce qu'on est en train de faire là. Exactement. On est en plein contact vocal. Ouais. Oh, dis donc. Et c'est canaille. Non mais c'est ça. Allez voir les gens. Bon là, c'est sûr que on peut pas trop les approcher non plus de trop près, mais enfin on n'est pas obligé de se jeter dans leurs bras. Exactement. Et mais c'est ça, décrocher le téléphone, parler, se présenter. Poser des questions. Je crois que la clé aussi, c'est d'abord d'écouter ce que les gens ont à dire, et puis après, de prendre la parole et d'avoir le dernier mot. Exactement. Ah, ok. Ok. Donc ce podcast n'aura pas de fin alors. Non, jamais. Le podcast éternel, le concept. Voilà, ça va être un ping-pong de mots, et puis voilà, le premier qui s'endort a perdu. Ça va être sympa. Ça va être cool. On va perdre des gens. Peut-être. J'imagine.
Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé sur ton parcours ou un sujet, un thème qui te tient particulièrement à cœur et tu te dis quand même ce serait cool d'en parler. On a abordé pas mal de choses pour le coup. Ouais, on a parlé de pas mal de choses. Ah si. Oh là là, on est reparti pour une demi-heure. C'est quoi ? Tu te dis mais de quoi il va me parler ? Si j'avais vu que tu étais passé aussi au JT. Oui. France 2, au 13h de France 2. Oui. Quand même, s'il vous plaît. Non, mais pour parler parce que du travail chez toi, oui. Du télétravail, waouh. Ouais. Mais que tu fais ça depuis belle lurette. Oui, moi c'est mon quotidien, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler ? Il y a pas de questions derrière. Non, mais si nous parler de ça, parce que pourquoi ils sont venus te chercher toi en fait ? Je me pose la question. T'es spécialiste du télétravail ? Non, pas du tout. Je le suis devenue. Okay. Alors j'ignorais. Ouais, mais parce qu'en voyant ça, je me suis dit mais pourquoi en fait ? Mais il y a peut-être des raisons que je ne connais pas. Donc mais bien sûr. Alors donc j'ai été propulsée, mais de façon très fugace. Oui, mais quand même. Spécialiste du télétravail. Ouais. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est parti de Sud-Ouest, en fait. C'est Sud-Ouest je faisais une revue de presse pour un de mes clients. Et il y avait un appel à témoignage. Vous bossez de chez vous depuis longtemps. Si vous avez des trucs, des astuces, contactez-nous. J'ai contacté Aude Boilet, qui est la journaliste qui faisait l'appel que je connais par ailleurs et qui est brillante. Je tiens à le préciser. Non, mais c'est vrai, elle l'est. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce qu'on dit toujours quand c'est pas bien, mais voilà. Donc je le dis. Et donc, je lui ai envoyé un message en lui disant, si t'as besoin de témoignages, si t'en as pas, vas-y, moi, ça fait 10 ans que je bosse de chez moi. Voilà. Et donc, du coup, elle m'a appelé. On a fait un petit truc là-dessus où j'expliquais mes trucs et astuces. Et puis, après, il y a, France Télé, France 2, préparait ces sujets, donc fait sa revue de presse là-dessus. Donc, ils m'ont contacté en me demandant si j'étais OK pour faire un tournage à la maison dans mon bureau, donc ils sont les mêmes endroits quasiment. Et donc j'ai dit oui, donc voilà, c'est ce qui a fait que je me suis donc retrouvée over spécialiste du télétravail. Hein. Exactement. Voilà, non mais c'était sympa. Puis oui, c'est toujours sympa. Oui. Et t'as des tips justement pour ceux parce que beaucoup de personnes sont en télétravail, donc toi t'arrives à bosser de chez toi. Oui. Alors tu fais un oui, mais est-ce que c'est par obligation ou c'est parce que tu le vis bien? En fait, c'est sur les tips, c'est vachement compliqué parce que je pense que ça fonctionne quand c'est un choix. Et quand c'est imposé, c'est forcément plus compliqué. Et puis, c'est très difficile de donner pour de vrai des trucs et astuces. C'est impossible parce que ça ne correspond pas à la réalité des gens. Il y a ceux qui sont dans un appart où ils n'ont pas de place. Il y a ceux qui sont dans une maison immense où c'est possible d'avoir un bureau. Il y a ceux qui ont leurs gamins, ceux qui les ont pas, ceux qui... Voilà. Enfin, donc, à part leur dire oui, alors il faut vous organiser, mais de la part de la personne la plus désorganisée de l'univers. Donc, ça, c'est quand même gonflé de ma part. Non, mais je suis quand même organisée dans ma façon de travailler bien sûr. Je pense que les gens l'ont compris quand même. Voilà, donc oui, être organisé, oui, planifier ses tâches, oui, faire son possible pour séparer la partie professionnelle de la partie personnelle. Ça veut dire, c'est des trucs tout bêtes, c'est fermer son ordi quand on a fini de bosser, c'est le mettre hors de sa vue, c'est repousser les applis sur son téléphone, les applis de réseaux sociaux, si c'est professionnel, les repousser un peu plus loin dans le téléphone pour permettre qu'elles soient pas accessibles tout de suite. C'est être capable de faire la dichotomie. Enfin, mais c'est très compliqué parce que quand on l'a choisi, déjà il faut un petit temps d'adaptation. Je suis bien placée pour le savoir. Ça m'a pris un peu de temps au départ. Maintenant je suis ceinture noire, mais bon, quand même. Et donc c'est compliqué si on l'a pas choisi. Ça rajoute, oui, bien sûr, du stress. Enfin, c'est pas simple. Donc non, j'ai pas de conseil à part. C'est pas un conseil, mais bon courage, quoi. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Enfin, j'espère. Oui, ça va s'arrêter. T'en as, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais je sais plus, le mot que tu préfères dans la langue française? Oh là là. Ouais. Oh, c'est compliqué. Même moi, je m'attendais pas à cette question. J'aime bien, il y en a, je peux en dire plusieurs. Oui, allez. Alors, j'aime bien galipette. D'accord. Ouais. J'aime bien le mot culotte. Ok. Qui m'amuse. Ritournelle. Joli. Ouais, j'aime bien aussi celui-là. Ratatouille. Ouais. Alors que je déteste la ratatouille, mais j'aime bien le mot. C'est dommage. J'aime bien le mot. Non, j'aime pas. Okay. T'aimes bien le film, dessin animé?
Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu avec non. le petit... Non, je sais, mais apparemment c'est génial. Mais je peux te faire croire. Oui, je t'ai bien vu, Sora, là, qui fait la cuisine. Oui, c'est très bien. J'adore les rats, ça tombe bien. J'ai lu la 4e de couverture, je t'ai fait une disserte. Ouais, superbe. Mais il y en a plein, il y en a plein de mots que j'adore, en fait. C'est des mots rigolos pour le moment. Ouais, et puis tous les adverbes. Oui, c'est vrai. Voilà. Tous les adverbes, tous les mots en ment. M-E-N-T. Parce que charmant, ça ne marche pas, par exemple. Mais je trouve que les adverbes sont charmants, mais ça ne fonctionne pas. Par exemple, invariablement. On repart sur France Culture. Non, mais tous ces adverbes. Mais apparemment, ça j'aime bien le apparemment. Ouais, parce qu'il est lourd de. Il se passe des trucs. Tu sais qu'il va se passer des trucs derrière. Amour éternel pour les adverbes. Un jour, je vais faire un livre que avec des adverbes. C'est horrible. Carrément, l'abécédaire de l'adverbe. L'adverbe cédaire. C'est beau ça. Ouais. Ouais, appelez-moi aussi. Je fais des super jeux de mots. C'est génial. Votre com va être complètement dingue, des jeux de mots fous. Parfait. Ça, donc on a cette phrase a du mal à sortir. Ouais, c'est dur. Donc on a abordé tout ce que tu avais en tête parce qu'au final c'est moi qui t'ai relancé sur un dernier sujet, mais c'était ça ma question de départ. En tout cas, j'ai répondu aux questions que tu me posais. Ouais, je crois. Sur les au-delà, je reviens un instant sur la féminité ou la défense au-delà de ça, du fait que bien évidemment je défends les droits des femmes et que bien évidemment je suis féministe et que non, je n'ai pas à me justifier de quelle sorte de féministe je suis ou parce que c'est pénible. Au-delà de ça, moi ce qui me porte et ce que je défends et autant que je peux, parce qu'encore une fois, j'ai pas une diffusion beaucoup plus large que au-delà de mon palier, à peu près. Mais c'est le principe d'égalité et qui pour moi est vraiment pas galvaudé. Donc que ce soit de l'égalité des droits pour toutes et pour tous, qui que ce soit, de l'égalité de traitement médiatique si on parle de sport, de l'égalité des chances. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne et côtoyé des univers éloignés du mien parce que je viens pas du trou de la banlieue pourrie, mais que mon collège était en ZEP et que c'est aussi ce qui a forgé ma vision du monde, à laquelle je tiens beaucoup. Voilà. Donc l'inégalité des chances, j'ai bien vu ce que c'était. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je garde en tête et pour moi, l'égalité, c'est pas un principe. Le principe d'égalité, tu vois, si on revient sur les mots, je trouve que ça n'a pas de sens et ça m'embête un peu quand ça n'a pas de sens. Mais voilà, s'il y a une chose, qu'on n'a pas forcément abordée, mais sur laquelle c'est important pour moi de revenir, c'est ça en fait. Totalement. Ça me fait penser, je réfléchissais avant-hier, bref, on s'en fout du jour, à la journée de la femme. Ah. Alors c'est déjà. Et moi je trouve ça, et je sais pas quoi en penser, mais là on peut repartir dans un long débat, mais qui va être intéressant quand même. Mais... Non, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et ça s'appelle pas la journée de la femme, et c'est souvent appelé comme ça, mais ce n'est pas le cas. Ok, d'accord. Donc, cela dit. My bad. Donc moi, j'aime bien donner des petites leçons. Mais très bien, merci. Mais en fait, je trouve que ça fait toujours une opposition avec, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas la journée internationale des droits des hommes. Et donc, dans ce cas-là, ça fait, en fait, et c'est pour ça que moi aussi, je crois que quand on s'était eu au téléphone, je t'avais dit que moi, sur le pompon, j'ai essayé d'avoir cette cette parité, parce que voilà, j'essaie d'avoir des personnes inspirantes, et donc, faut montrer que y en a, qu'on soit homme ou femme. Enfin voilà, je pense que il y a beaucoup plus encore de modèles hommes qui ont réussi, qui sont dans voilà. C'est pas que je pensais que c'est le cas. Faut changer tout ça, mais c'est pas en écrasant. Enfin voilà, tu vois ce que c'est pour ça que tu parlais de sororité tout à l'heure. Et en fait, voilà, rien que liberté, égalité, fraternité. Pour moi, fraternité, faudrait solidarité. Voilà, c'est ça. Enfin voilà, il y a plein de choses parce que pour moi, effectivement, il y a encore plein de choses à faire pour qu'on soit ce soit une égalité alors parfaite, elle n'existera peut-être pas, mais ce serait bien. Et je pense que on parlait tout à l'heure, mais je pense qu'on y va de plus en plus quand même. Malgré tout, il y a de belles avancées. Et en tout cas, on a une génération, enfin ma génération et celle qui arrive après encore l'ont bien compris.
Oui. C'est pas le cas de tout le monde, mais quand même, il y a un travail qui a été fait. Oui, non, mais ça avance quand même. Et ça avance quand même. Et donc, c'est compliqué de jongler entre les deux parce que, voilà, sororité, je trouve que les femmes ne doivent pas non plus rester qu'entre elles. Bien sûr, elles s'entraident, etc. Mais il faut aller ensemble. Il faut co-construire ensemble tout le temps, quoi. Ah, mais c'est ça. Moi, je suis pas très branchée ghetto, en fait. Ghetto de meuf, ça m'intéresse pas tellement. Ghetto de mec non plus. C'est ça. Et c'est là que on revient au sens des mots. Effectivement, liberté, égalité, fraternité. Vous avez dans la petite racine latine. Moi, effectivement, je préférerais parler de solidarité. Voilà, qui est un mot qui a un sens et qui concerne tout le monde et qui ne définit pas les participantes et participants. Voilà, ça concerne tout le monde, la solidarité, ça n'a pas de sexe. Ouais. Donc je préférerais ça, mais enfin, c'est pas moi qui décide, en tout cas pas encore. On ne sait pas, ça peut venir. On ne sait pas. Ouais, voilà. C'est ça. Après, voilà, direct. La vie te mènera. Non, mais c'est. Après, sur la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, moi, je suis très partagée là-dessus parce que il y a que les causes perdues qui ont leur journée. Et on est un peu coincé entre la journée de la paupiette, celle du foie de veau, et puis non mais voilà, et puis des mutilés d'Afghanistan. Non mais enfin c'est voilà, c'est que j'ai rien contre la paupiette ou le foie de veau, mais c'est non mais je le précise au cas où parce qu'après ça peut m'attirer des ennuis avec les bouchers. Une grosse polémique. Ouais, je veux pas d'ennuis avec les bouchers, moi, ok. Non mais c'est voilà, les causes perdues ou pas gagnées du tout ont leur journée internationale. Donc oui, bien sûr, le jour où on n'aura plus besoin de la faire, ça sera bien. Ça reste quelque chose qui, peut-être est nécessaire pour le moment. J'en sais rien. Moi, je t'avoue, j'en ai un peu marre de cette journée. J'y participe le moins possible. Mais par contre, je peux te garantir que, et notamment depuis qu'on est coprésidente avec Valérie, les sollicitations de mars sont extrêmement nombreuses. Voilà, tout le monde veut notre avis le 8 mars. Hein. Là, c'est le rush total. N'hésitez pas à me contacter le reste de l'année. J'aurai aussi des choses à dire. Je suis dispo. Voilà, bon, c'est ça que je trouve un peu dérangeant avec cette journée-là. Enfin bon. Voilà. Oui, non, moi aussi, parce que. Mais après, moi, je peux pas me contenter de dire c'est pas bien, je suis pas d'accord. Le fait d'y participer permet aussi de faire entendre autre chose. La voix qu'on porte nous avec le club et moi à titre personnel aussi. C'est aussi l'occasion, quand elle nous est donnée, de faire entendre cette voix qui n'est pas forcément mainstream. C'est ça, on est d'accord, mais c'est exactement ça, mais pour le coup, elle devrait être là tout le temps. Enfin, bon, voilà, c'est ça. Non, mais ça avance, mais effectivement, mais puis c'est aussi une question de pas de ghetto de meuf, pas de ghetto de mec. Je pense que ce qui doit être mis en avant, ce sont les compétences. Et que, en l'occurrence, je pense pas que les hommes soient particulièrement plus compétents sur tout un tas de sujets, tout comme je ne suis pas convaincue non plus que les femmes soient plus compétentes, mais par contre, je suis absolument persuadée que oui, certaines femmes sont plus compétentes que certains hommes sur certains sujets, et inversement, et qu'en termes de visibilité, ça serait pas mal qu'on pense aussi à demander à la personne compétente, par exemple d'obédience féminine, son avis plutôt qu'au mec, sous prétexte que c'en est un. Voilà. Yes. Parfait. Infiniment merci. Il est bien calé celui-là. Totalement de rien. Donc, infiniment merci pour cet échange, Béatrice. Avec plaisir. On peut suivre pour le coup les joueuses. Alors il y a une page Facebook, Instagram, il y a un site internet. Oui. Voilà. Oui. C'est le nom, Bordeaux. BMV. Alors oui, les Birdies, Burdis, et non pas Birdies. Ce ne sont pas des petits oiseaux. Ça vient de Burdigala, le nom de Bordeaux antique. On est ancré dans notre territoire qu'on aime. Et mais si, c'est vrai, on l'aime notre territoire. Voilà. Donc les Birdies, BMV, Bordeaux, Mérignac-Volée. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn. Et moi aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire toi aussi. Coup, on te retrouve sur LinkedIn. On se marre bien. On va très... Oui, sur LinkedIn, Instagram, Facebook, on te retrouve sur les trois ou principalement sur LinkedIn? À titre professionnel sur LinkedIn. Ouais. Ok. Après, vous pouvez venir sur Facebook aussi, mais j'accueille moins de monde. C'est ça, c'est l'idée. Mais bon, vous pouvez le tenter, on ne sait jamais. Peut-être que quelque chose de grand va nous arriver, à vous et à moi. Bon. On va aller voir pour le coup quand même. On va nous y aller voir parce que les joueuses commencent à s'entraîner. Oui. Donc on va tranquillement y aller. Et d'accord. Puis merci infiniment une fois de plus. Mais merci pour l'invitation. C'était cool. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je me suis bien amusée. C'était moi aussi. C'était très intéressant. Merci. On s'est bien marré. Voilà, donc c'est le principal. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci à tous pour votre écoute. J'ai passé un très bon moment avec Béatrice et j'espère que c'est le cas pour vous également. J'adore son parcours, son amour pour les mots et cette prose que l'on perd trop souvent mais qui nous touche toujours énormément. Soutenez aussi les joueuses du club et on s'y retrouve avec grand plaisir dès que les supporters et supportrices pourront retourner en tribune. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.